Bonjour à toutes et à tous et bienvenue tout simplement sur cet actual play de Trégor, le monde légendaire. Nous sommes là tous ici réunis aujourd'hui autour de cette table pour vous présenter ce rebranding, cette refonte du monde de Trégor que les plus anciens passionnés d'entre nous ont connu il y a quelques années. Les éditions Mnemos et moi-même tout simplement lancent un financement participatif pour vous proposer une expérience de jeu rafraîchissante et surtout replonger ensemble dans cet univers de légende, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes filmés par les camarades et amis de Otu qui nous font le plaisir de nous inviter sur leur plateau tout simplement pour faire cet actual play et je suis heureux de partager avec vous. Je vais vous laisser vous présenter, peut-être que pas tout le monde vous connaît encore. Vas-y. Bonjour Gauthier. Salut Camille. Moi c'est Camille. Je fais du jeu de rôle depuis environ 15 ans et moi je ne connais pas l'univers de Trégor donc j'ai hâte de découvrir. Bienvenue en tout cas. Salut Gauthier, donc Paul, rôliste depuis le lycée, ce qui fait déjà 20 ans malheureusement maintenant, mais pas assez encore pour avoir connu la première édition de Trégor, donc j'ai hâte de voir la nouvelle. Ok, bienvenue aussi. Bonjour Gauthier, Isabelle, la plus jeune parmi nous trois rôlistes puisque ça ne fait que 10 ans que je fais du jeu de rôle. Je suis également très contente de découvrir cette nouvelle version de ce jeu des années 80. En tout cas, tu as bien tout résumé Isabelle, parce que Trégor est justement un jeu de rôle des années 80, comme tu le soulignes, qui a été créé par Paul Chion et que les éditions Mnemos, tout simplement, donc Frédéric Veil, co-créateur de ce jeu avec moi-même, ainsi que toute une bande tout simplement de joyeux lurons, ont produit et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors Trégor, pour vous faire rapide, c'est quoi? Trégor, tout simplement, c'est un univers gigantesque. Un univers, tout simplement, où tout est hyperbolique. Mais c'est un monde qui se meurt. Il se meurt tout simplement rongé par deux entités, deux énergies. La corrosion d'un côté, qui représente à la fois la destruction et l'entropie, et de l'autre, l'éclat, qui est la création, mais pas forcément la création tout simplement saine. La création poussée à l'extrême et la perfection. Vous allez jouer des gens d'horizons très divers, qui ont fait un choix dans leur passé, ou dans leur passé des fois très récent, de se battre, ou du moins d'agir pour quelque chose qui les dépasse. Ce choix, tout simplement, a amené une créature étrange, donc un héritier, sorte de figure mythologique, à s'intéresser à vous. Dans votre cas, c'était tout simplement un gigantesque félin d'argent aux yeux d'or. Il vous a transmis une parcelle de la vérité. Déjà, la capacité à sentir le duel entre la dualité de l'éclat et de la corrosion, et surtout de sa lutte délétère. Mais également, on vous a proposé une autre alternative, ce qu'on appelle l'éveil. Et la voie de l'éveil, à savoir construire et soigner Trégor, tout simplement, en construisant un monde meilleur. Trégor propose tout simplement à tous vos joueurs la possibilité d'incarner quelqu'un d'important dans l'univers. Pas forcément un roi, pas forcément un prince, ou même un très grand hommage, mais en tout cas quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel fort. Vous jouez un conseil d'éveillé, des gens qui s'occupent des affaires d'un puissant, un suzerain, et qui a pour but, d'un côté, le pousser à faire les bonnes décisions sur le plan de la politique réelle, et tout simplement de son agenda, mais également de faire triompher tout simplement votre idéal. Trégor est un jeu de choix, Trégor est un jeu de dilemme, et Trégor a des enjeux très concrets. Est-ce que j'ai été clair? Ah oui. Ok, donc du coup, vous allez présenter rapidement vos personnages. Eh bien moi je joue Aïssou, la Fugiline, qui est d'origine kurne et qui occupe la fonction d'éminence grise dans le conseil restreint de son suzerain qui s'appelle Arlan de Gafit. Et en réalité, Aïssou est assassin. D'accord. Donc c'est clairement ce pourquoi elle est connue. C'est ce pourquoi elle est connue, Elle tout a à été fait. recrutée plutôt. Ouais. Et c'est pourquoi Arlan de Gafit l'a recrutée. Donc c'est son assassin personnel. Et elle est évidemment comme tout bon assassin qui se respecte. Elle est très discrète. Elle a une réputation dangereuse. On le sait, elle vient d'une guilde d'assassins assez connue. Donc un ordre, tout à fait. Donc elle a une réputation assez dangereuse. Et elle a l'habitude, on le sait, de se battre avec de grandes lames courbes. D'accord.
Paul, du coup, si tu peux nous parler un peu de ton personnage? Oui, Ton donc éveillé. pour ma part, mon éveillé se nomme Sir Ruiz d'Altiplano. C'est donc un chevalier au service de Sir Arlan de Gaffic, mais il n'est pas juste un chevalier, c'est son sénéchal au sein de son conseil restreint. En effet, il descend d'une grande famille, même si, on verra peut-être par la suite, sa naissance a été compliquée du fait d'une bâtardise, appelons un chat un chat. Mais il a su amener d'un son éducation militaire et de l'autre son éducation sociale, des solutions très pragmatiques, voire inattendues pour son suzerain. D'accord, donc une sorte de, on va dire de joker dans la manche du seigneur Arlan de Gaffic. Un homme qui trouve des solutions. Parfait. Et du coup, Isabelle, aujourd'hui, présente-nous ton personnage. Oui, donc c'est un personnage qui s'appelle Hilda Kelroth. C'est une naine de la tribu des Gorédines. Et son magistère, ou enfin son métier comme on veut, c'est capitaine mercenaire. Et c'est pour ça qu'elle est capitaine des affaires militaires pour le seigneur Arlan de Gaffic. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a quelques traits un peu particuliers de ce personnage? Oui, elle angles saillants? Oui, elle est connue parce que c'est une chevaucheuse de basilic. Elle a un gros basilic, donc un gros lézard qu'elle chevauche. Elle est aussi connue pour se battre à la hache et pour avoir une méthode secrète de forge. Une méthode ancestrale, d'une certaine manière. Une méthode ancestrale. Impeccable. Donc du coup, justement, tu fais une très bonne jonction avec justement ce PNJ, ce personnage non-joueur qui est le Seigneur de Gaffic. Qui est-il? Trégor est un univers qui s'inspire de réalités politiques concrètes. Il est divisé par 3 nations. L'une va être tout simplement la souveraineté d'Helensdale, l'autre les provinces unies de Félandar, et enfin celle qui nous intéresse, le haut royaume de Kirkwall. Le haut royaume de Kirkwall est ni plus ni moins qu'un ensemble de fiefs médiévaux avec des inspirations clairement d'un côté celto-bretonnes, de l'autre nordiques, pour rester clair dans les inspirations, qui du coup sont unis par un haut roi. Ces seigneurs se prêtent allégeance les uns les autres par un système très simple qui est la féodalité et la vassalité. Simple, c'est vite dit, parce que tout le monde a son mot à dire. Il n'y a pas de grande unité nationale. Le haut roi de Kirkwall, en ce moment, justement, est contesté. Il commence à arriver à l'automne de ses jours. Ses enfants demandent un peu de pouvoir. L'égalité des sexes étant de mise, tout simplement, à Kirkwall, il a aussi bien ses filles que ses fils qui veulent que leur aîné lâche quelques miettes du pouvoir pour qu'il commence à s'exercer à ça. Le haut roi refuse catégoriquement, ce qui a pour conséquence de provoquer donc l'exaspération de ses fils, quelques petites révoltes à droite et à gauche, évidemment pilotées par ses enfants, mais surtout certains vassaux puissants qui en profitent tout simplement pour contester l'opération du roi. Parmi eux, celui qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le duc Parnissar. Le duc Parnissar est l'un des plus grands vassaux tout simplement. Il fait partie des grands du haut royaume de Kirkwall. Il a tout le sud des provinces, à savoir le district de Borlen-Garlash. Le duc Parnissar, lui, souhaite faire la guerre avec une nation au sud qui s'appelle les Provinces Unies de Félandar, dont ton personnage est originaire, même s'il a trahi. Votre seigneur à vous, Arlan de Gaffic, lui est vassal également de ce duc Parnissar. Donc il est bien embêté. Pourquoi? Parce que c'est un seigneur frontalier. De l'autre, il sait que le duc Parnissar est en rébellion contre le haut roi et ça l'embête, d'un point de vue loyauté vis-à-vis de la couronne et même des principes moraux qu'il incarne. Et de l'autre, il ne veut pas de cette guerre parce que financièrement, vous n'êtes clairement pas prêt à assumer tout simplement les taxes, les levées paysannes et ainsi de suite qui vont s'en suivre. Aujourd'hui, du coup, vous allez jouer un jour comme un autre de votre rôle de conseil restreint et de conseil d'éveillé auprès du seigneur Arlan de Gaffic. Tout commence tout simplement par une petite matinée du milieu du printemps. Le temps est maussade, la province de Gaffic est une province montagneuse. La citadelle du seigneur se trouve dans les hauts plateaux, un bourg s'y étend à ses pieds, et surtout, vous voyez de ça et de là de grandes montagnes vallonnées et surtout de grands canyons. Vous êtes déjà à vos occupations matinales, vous êtes levé déjà depuis plusieurs heures, lorsque, tout d'un coup, vous entendez un corps résonner. Hilda, tu reconnais immédiatement ce corps, il vient tout simplement de la tour de guet sud, celle qui donne sur les vallons et surtout sur les grands canyons. Immédiatement, ton personnage accourt et monte sur les murailles. De ton côté, tu es tranquillement aussi de voir tout simplement ton homologue en train de monter et toi-même t'inquiéter lorsque tu vois un cavalier léger rentrer dans la cour du seigneur, bride abattue et surtout se jeter hors de son cheval pour se présenter à tes pieds.
Pendant ce temps-là, toi, tu étais tranquillement dans les ruelles calmes du bourg aux alentours, plus précisément dans les faubourgs, dans les endroits un peu louches, car tes espions t'ont fait un rapport peut-être pas forcément inquiétant, mais vaut mieux prévenir que guérir. Des marchands riches de Fenandar tout simplement, auraient élu domicile dans les faubourgs. Vous allez chacun à votre tour prendre vos fonctions et surtout traiter les soucis. On va commencer par toi, Hilda. Lorsque tu arrives sur les murailles, tu as du mal tout simplement à voir ce qui se passe. Tu plisses les yeux et du coup, tu vas pouvoir tout simplement faire un test, ton premier test, qui va être tout simplement un test détendu. Comment fonctionne Trégor? C'est très simple. Vous avez en tout et pour tout 6 domaines. Donc à savoir les arts, les cités, les conflits, les étendues, les maraudes et les mystères. Ces domaines représentent concrètement à peu près toutes les capacités de vos personnages. Ces capacités s'échelonnent du D4 au D20 pour les légendes vivantes. Et surtout, c'est par cela que vous allez faire un test. Lorsqu'un personnage doit tester quelque chose et qu'il y a un enjeu qui est là, en fait, on réalise tout simplement un test du domaine en question. Comprendre les montagnes, ça relève les étendues. Isabelle, combien as-tu en étendue? Combien Hilda a en étendue? Alors j'ai un niveau qui correspond à un D6. Très bien. Donc, pour faire un test de péripéties, on va savoir un test simple, tu vas prendre ton D6 et tu vas lancer le dé. Sur un 1 ou un 2, c'est un échec, il y a des conséquences que j'expliquerai. Si jamais il fait plus, tout simplement, c'est un succès. C'est un succès. C'est un succès, parfait. En cas de succès, tout simplement, l'action réussit sans aucune complication pour le personnage. Si jamais le éveillé ou le joueur fait 1 ou 2, dans ces cas-là, quelque chose s'est mal passé. Et du coup, il en subit des conséquences négatives. Ces conséquences négatives, en plus d'être scénaristiques, vont apporter un stress, une tension ou potentiellement même des blessures à ce personnage, en fonction du domaine testé. Dans ces cas-là, en cas d'échec de 1 ou de 2, ta valeur de dé serait descendue de D6 à D4. Elle est déclassée de 1. Mais pour toi, pas de problème. Très rapidement, tu plisses, le soleil est contre toi, c'est compliqué, et là tu vois effectivement les zébrures, tout simplement, le ciel se zébrer, et tu vois 4 silhouettes de dragons en train de venir. Tu les reconnais immédiatement. C'est l'ordre des chevaliers chevaucheurs de Wyvern, qui font partie d'une province voisine du seigneur Arlan de Gaffy. Qu'est-ce que tu fais tout simplement maintenant que tu vois? Ils n'ont pas l'air d'arriver à vitesse de charge, ils ont l'air d'arriver rapidement à vitesse tout simplement de voyage. En fait, mon idée, ça va être de descendre éventuellement dans la cour ou de regarder où est leur point d'atterrissage afin de pouvoir aller les accueillir au plus vite et connaître la raison de leur venue chez nous. Parfait. Donc du coup, immédiatement, tu remarques que la cour intérieure est parfaite pour ça, sauf qu'elle est chargée de chariots et différentes choses. Donc du coup, tu commences à donner des ordres. Et donc du coup, pour dégager clairement la venue de 3 wyverns, qui sont quand même de sacrés beaux bestiaux, dans la cour du seigneur Arlan. Tu fais prévenir, j'imagine, le seigneur Arlan que plusieurs de ces gros lézards sont en train d'arriver chez lui. Paul, de ton côté, tu vois tout simplement, tu le reconnais, Alan, l'un des gardes qui veille sur le pourtour du domaine du Seigneur, qui arrive, il sent la transpiration, il halète, c'est compliqué pour lui. Monseigneur d'Altiplano, des cavaliers. On doit craindre quelque chose peut-être. Non, ils sont fort peu, 6 chevaliers, mais ils portent les armes du Seigneur Parnissar, le duc Parnissar. Ah, un émissaire sûrement, tu fais bien de me prévenir. Où sont-ils actuellement? Ils sont en train de remonter le chemin sud qui amène tout simplement vers le bourg, monseigneur. Très bien. Je me rends au bourg, on va dire au seigneur que je retarde l'arrivée des émissaires le temps qu'ils se préparent. Fort bien. Donc du coup, tu vois, il lâche son cheval part directement en direction du foin, il se fait chasser par justement les commis qui sont en train de tout débarrasser. Et toi, tu enfourches ton cheval, tu prends quelques-uns de tes hommes, et vous allez direction du bourg. Tu descends et effectivement, immédiatement, tu vois 6 chevaliers et surtout, immédiatement, tu vois leur chef, qui est un chevalier d'âge mûr, qui a la cinquantaine, avec le visage couturé de cicatrices et surtout l'œil crevé, caché par un bandeau. Il te dit quelque chose, tu as peut-être déjà vu, et quoi qu'il arrive, surtout, tu vois qu'ils avancent d'un pas décidé vers la citadelle du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais?
Mon but va être de les ralentir, donc avec ma bourse bien garnie, je vais jeter quelques pièces aux villageois pour expliquer qu'il faut une liesse pour accueillir comme il se doit ces grands nobles, avec beaucoup d'effusion d'éclats de rire et qu'ils lancent des fleurs, ou s'il le faut, afin de me donner le temps de venir à son encontre et de tout simplement gagner la montre pour que Monseigneur soit prêt à le recevoir convenablement et pas juste au celui. Très bien. Donc du coup, effectivement, tu laisses tomber quelques pièces. Tu vas me faire un test du coup de... Là, tu es sur quelque chose d'un peu plus... Est-ce que tu vas accueillir un peu le Seigneur aussi également ou pas? Ah oui, bien sûr, oui, je m'y rends moi aussi. D'accord, donc toi, tu vas en plus l'accueillir un peu ça. Donc ça va être un test de cité, je te prie. Très bien, donc à test de cité, j'ai un des 10. Étant donné que j'y vais dans mes fonctions officielles, de bailli, est-ce que je peux prendre le D12? Alors oui, ça tombe très bien que tu en parles. En fait, lorsque vous rentrez dans vos fonctions officielles, à savoir capitaine mercenaire, bailli pour toi et assassin, dès que vous faites un test de votre domaine de référence, à savoir maraude, cité, conflit, dans le cadre de vos fonctions, votre dé est automatiquement surclassé de 1. Donc de D10, il passe à D12. Parfaitement, sans aucun problème. C'est une réussite. C'est une réussite, c'est parfait. Donc tu jettes justement menu monnaie par terre juste avant que le seigneur, du coup, puisse clairement te voir ta manœuvre. Donc les pièces d'or, malgré tout, les paysans du bourg, immédiatement se ruent dehors pour ceux qui étaient encore à l'intérieur. Bref, ça commence à avoir un attroupement et évidemment il y a des cris de joie parce que, à défaut que les seigneurs arrivent, il y a de l'or. Exactement. Ça c'est bien. Donc immédiatement, du coup, tu vas voir justement le chef de cette tête. Et donc immédiatement il s'arrête, il te salue. Chevalier, Monseigneur, ravi de vous recevoir sur les terres d'Arlène de Gaffic. je suis Geoffrey d'Ancard, collecteur d'impôts et bailli du seigneur Panissar. Je viens collecter impôts et prélever dîmes, et ainsi que lever d'armes, dit-il en regardant clairement les paysans qui s'agglutinent tout simplement à l'entrée du bourg, pour la guerre que prévoit notre seigneur. Et j'aimerais être reçu séance tenante par le seigneur des lieux. Vous ne pouvez pas mieux tomber, je suis moi-même bailli de Monseigneur. Parfait, enchanté. Donc il s'avance vers toi et commence à t'en serrer l'avant-bras. Tu reconnais immédiatement le nom de cet individu et surtout tu connais sa réputation. Le seigneur d'Ancard fait partie des chevaliers de basse besogne du duc Panissar. Clairement, si c'est lui qui l'a envoyé collecter l'impôt chez vous, c'est qu'il compte clairement mettre votre seigneur, le remettre dans le rang. Cet homme n'a aucune limite, vous le savez. Il a des réputations d'avoir même brûlé des châteaux de vassaux un peu rebelles au duc Panissar. Oui, c'est un individu absolument délicieux et très charmant. Qu'il soit là, c'est un signe fort du duc. Il veut partir en guerre et il veut partir pour toi cet été. Donc voilà. Camille, on va passer à la Fugiline. Tu es dans les faubourgs, clairement, tu vous repères assez vite, parce que les faubourgs ne sont pas non plus très grands. Où est-ce qu'ils ont pu trouver, tout simplement, refuge? Passer la nuit, une caravane marchande, plusieurs marchands, ça se voit. Et effectivement, tu es assez surprise de retrouver dans ces montagnes froides différents camélidés qui sont posés en randonnion devant une taverne miteuse avec différents baraquements. Clairement, les camélidés ne vivent pas leur meilleure vie. Ça se voit, ils ont froid, ils ont les oreilles rabattues. Ça te rappelle un peu tes sables d'origine. Est-ce que tu entres? Est-ce que tu fais... Je repère l'endroit, la taverne, ou le Il y en a lieu qu'une en tout seule, cas. hein. Voilà. Donc je repère cette taverne-là et je rentre, l'objectif étant peut-être de m'attabler avec eux s'ils sont encore peut-être en train de se désaltérer après un long voyage. Tu commences à rentrer, effectivement. Donc évidemment, par contre, tous les locaux te connaissent, tous les locaux ne croisent pas ton regard. Tout le monde regarde ses yeux. J'espère bien. Tu espères bien. J'espère bien. Mais du coup, le molosse qui garde la porte t'ouvre la porte, mais tu n'as même pas besoin de lui demander. Et là, donc, tu rentres. Et donc là, tu les vois tous, effectivement. Ils sont clairement au réveil. Tu vois une bande de marchands, gardes du corps et leur suite, qui sont attablés et qui sont en train de jouer et manger en même temps sur, pour eux, ce qui est très exotique, à savoir un ragoût de caprin aux fèves. Un plat typique de chez vous. Et donc immédiatement, du coup, tout le monde se retourne. Le patron, le taulier comme on dit, immédiatement a le visage qui se crispe, craignant avoir fait quelque chose de mal. Et par contre, le chef de sa délégation, très richement habillé, immédiatement se tourne vers toi, te fait un grand sourire. Ah! Et il commence à te parler justement de ta langue natale. Une sœur dans ces contrées aussi froides et éloignées. Quel plaisir! Attablez-vous.
J'enlève ma capuche et je viens bien volontiers m'attabler avec eux en disant que je suis ravie que des marchands, des émissaires de Felendar soient sur les terres de mon seigneur de Gafik et que je suis leur comité d'accueil. Très charmant comité d'accueil. Je me présente. On m'appelle tout simplement Murat Regel. Je suis effectivement un humble marchand de passage sur les seigneurs du seigneur Alarn de Gafik. On m'a souvent narré tout simplement la qualité de l'artisanat local. Dit-il avec un sourire un peu clairement faux. Vous venez donc pour l'artisanat? Tout à fait. Et peut-être voir si des partenariats commerciaux peuvent être tissés. Alors tu vois clairement qu'il est en train de noyer le poisson. Quelle est ta méthode pour le faire parler? Est-ce que je peux utiliser de ma réputation plutôt dangereuse? Tu vas essayer d'y aller un peu frontalement. Voilà. Montrer que la façon dont le tavernier, dont éventuellement peut-être les gens réagissent à ma venue pour montrer que je ne suis pas là pour plaisanter et que j'aimerais qu'ils me répondent. De conflit. Ok, donc j'ai D6 en conflit. C'est réussi. C'est réussi, donc tu vois clairement, tout le monde, tu regardes à droite à gauche. Clairement, tout le monde, enfin, au bout d'un moment, il comprend que personne n'ose soutenir ton regard. Pardonnez-moi, j'ai assez peu de temps. Donc vous venez pour... Je viens d'ambassade, dit-il en tendant un parchemin, en te le posant. Un de mes lointains cousins, un prince marchand de mes terres natales, souhaiterait s'entretenir par ma bouche avec votre seigneur. Je serais ravi d'avoir un moment, ambassade auprès de lui, afin que je puisse peut-être exposer ce que j'ai à dire. Je prends le parchemin, sans que je ferai donc mon possible pour vous obtenir un moment, un instant avec mon seigneur de Gafik. Donc vos actions ont tous trois réussi. Immédiatement, du coup, toi, effectivement, tu vois les dragons, et on va faire la jonction sur ton action, Isabelle, sur l'action de Hilda. Les dragons, tu les vois se poser, sans encombre. Il n'y a pas de poule qui est en train de courir partout, ou tout simplement de destruction accidentelle de la part, tout simplement, des chevaucheurs de Wyvern. Tu vois immédiatement que ce sont des gamins qui montent ces chevaucheurs, ce sont clairement des novices. Hormis l'une d'entre elles, qui est clairement une femme d'une quarantaine d'années, qui démonte et tu vois qu'elle a clairement des marques importantes. La cavalière se présente immédiatement dans les termes suivants. Je suis Éline de Rugel, je suis commandeur de cette unité. J'aimerais, séance tenante, être introduite auprès du seigneur Arlan de Gafik. Je me présente, je suis Hilda Kelroth, je suis la capitaine de la garde du seigneur Arlan de Gafik et je vais le chercher de ce pas. Mais je vois que vous avez l'air très inquiète. Est-ce qu'éventuellement je peux vous aider et que nous allions plus vite et que je me charge de ce qui vous concerne? Est-ce que tu essayes de pousser pour qu'elle te confie sur l'objet de son... Bah oui, j'essaie qu'elle se confie, oui. D'accord, ok, un petit test de cité, je te prie. Donc j'ai un D8 en cité, j'ai un niveau qui me fait un D8. Loupé. Parfait. Donc du coup, effectivement, tu déclasses ton dé en D6. Tant que ton personnage n'a pas récupéré ses forces, la réaction de la commandeur est sans attendre. Tu la vois immédiatement, elle blanchit et te foudroie du regard. Mais surtout, toi, ce qui te fait très peur, c'est que la créature qui l'accompagne, à savoir une très belle wyrvre de couleur ivoire, immédiatement tourne la tête vers toi et claque sa mâchoire gigantesque, vraiment à une vingtaine de centimètres. La montée de stress est évidente et tu commences à littéralement perdre tes moyens. Je demande pas mon reste et je pars... Faites, capitaine, faites. Un peu plus tard, toi tu arrives avec le bagne d'Ankar. Toi tu arrives avec la lettre du seigneur marchand qui envoie aussi, évidemment, quelques personnes t'escorter dans ses rues peu sûres, enfin s'assurer que le message soit bien transmis. Et toi, tu arrives à prévenir tout simplement le seigneur. Le seigneur Arlan, immédiatement, effectivement, grâce au temps que vous avez gagné tous, arrive à se présenter à sa salle d'audience, impeccablement vêtu, apprêté. Il est un homme d'un certain âge maintenant, il a une petite quarantaine d'années. Sa femme l'accompagne, ses enfants, ses 2 enfants, et le 3e est en cours. Et donc du coup, il reçoit tout simplement les 2 représentants, puis une lettre tout simplement de ta part. Clairement, vous rentrez donc nombreux dans cette salle d'audience qui n'est pas si grande que ça, parce que ça reste un seigneur local.
Le seigneur Arlan va très succinct, comme à son habitude dans les présentations, et très efficace. Il remercie chacun d'avoir pris le temps de se déplacer pour leur rendre visite et qui va recevoir les doléances de chacun, en tout cas les demandes, individuellement. Évidemment, les deux invités qui sont tout simplement le bailli, donc le seigneur d'Ankar, ainsi que la commandeur des chevaucheurs de dragons, prennent le temps quand même de se présenter, présenter leurs hommages au seigneur, mais aussi leur respect à l'autre invité. Vous voyez clairement tous une chose, c'est que les deux se toisent, et leur suite se toise d'un air mauvais. Le seigneur Arlan vous congédie assez vite. Vous savez très bien qu'il vous expliquera tout ça au calme lorsque tout sera passé. Vous allez vaquer à vos nombreuses occupations qui sont parfois passionnantes et des fois beaucoup moins, comme gérer les petites affaires locales. Et alors que vous rentrez chez vous fourbu, après une dure journée de travail et avec justement beaucoup de questions sur qui sont ces chevaliers qui sont arrivés, qui sont ces dragons qui sont arrivés, pourquoi, vous avez tout simplement le page de votre seigneur qui vient vous chercher dans vos appartements alors que vous apprêtez d'aller vous coucher, en vous demandant de bien vouloir vous rendre à la salle du conseil. Vous avancez tout simplement dans les couloirs froids de la forteresse d'Arlan de Gaffic. Le seigneur fait fréquemment cela, c'est-à-dire que lorsqu'une affaire, ou des affaires dans ce cas-là, le taraude, il vous convoque à la hâte à des heures indues, justement, pour trouver le sommeil grâce à vos bons conseils. Vous rentrez dans la salle, vous êtes habillé, mais de manière très décontractée. Vous n'avez pas forcément toutes vos tenues officielles. Le seigneur lui-même est dans une tenue très simple. Il n'est pas non plus en tenue de nuit, mais en tout cas, il est en tenue relativement simple. Vous avez sur la table quelques verres de vin et surtout quelque chose à grignoter de ça, de là. Mais vous voyez clairement votre seigneur qui est assis, les coudes posés sur la table et surtout l'air soucieux. Il a un simple geste de main et vous invite à vous asseoir. Après quelques secondes de silence un peu gênante et témoignant de la gravité de la situation, il se racle la gorge et prend la parole. Très cher conseiller, j'ai besoin de votre guidance et surtout de votre sagesse. Vos avis ne m'ont que très rarement trompé après toutes ces années. Dans un premier temps, il y a cette lettre que vous m'avez transmise. D'ailleurs, si je puis me permettre, évidemment, la lettre, je l'ai décachetée, je l'ai lue et je lui ai peut-être fait des Ok. petites annotations. Ok, des annotations, carrément. Oui, je fais mon boulot. Très bien. Tu vas me faire un test de maraude, je te prie. Tu as en D10 en maraude. Il est réussi. Parfait. Donc tu as fait quelques annotations. Alors la lettre est très simple. Tu sais en avance ce qu'elle dit. Clairement, c'est de la part d'un prince marchand de Felendar, donc quelqu'un de très influent dans cette nation voisine et normalement avec qui vous êtes censé être ennemi, qui est tout simplement le prince marchand Amir Ker-Ulen. Ce prince marchand souhaite ni plus ni moins qu'un rapprochement franc, commercialement et diplomatiquement, entre le seigneur Arlan de Gaffic et également, tout simplement, lui et ses intérêts. Pour toi, tu as vu des propositions qui, on va dire, qui sont induites, qui sont quand même très sérieuses. Il propose un rapprochement, notamment des lignées, par le mariage d'enfants. Clairement, il y a moyen qu'il teste soit il teste la loyauté de votre seigneur pour voir s'il est retournable pour une guerre, soit, voire même, il lui propose presque potentiellement, à demi-mot, de rejoindre Felendar. Voilà. Donc, est-ce que tu as modifié quelque chose? Non. Ok, très bien. Cette lettre est envoyée par un puissant prince marchand de Felendar, la nation à l'ouest de nos terres, notre éternel rival. Ce prince marchand me propose clairement que nous enterrions certaines rivalités qui ne sont pas réellement de nos faits. Et surtout un échange commercial dans un premier temps et peut-être un peu plus. Devant une main tendue aussi franchement, il est difficile que je ne puisse pas répondre. Je ne pourrais pas me déplacer en personne jusqu'à tout simplement sa caravane et ses terres. J'aurais besoin que vous m'y représentiez. De l'autre côté, nous avons un deuxième problème. La commandeur de l'ordre des chevaucheurs de Wyvern, des monts voisins, est venue car un problème grave les secoue. L'une de leurs femelles pondeuses aurait été atteinte d'un mal, une
peut-être une infection ou je ne sais quoi. Et celle-ci aurait perdu la raison et dans un accès de folie aurait brisé ses chaînes et se serait enfuie sur nos terres, dans un col rocheux. L'ordre est au plus mal, ça faisait partie de leur dernière pondeuse. Au vu de l'alliance informelle qui nous unit depuis des décennies, ils demandent mon aide et surtout, vu que je suis mes terres, à ce que nous retrouvions cette femelle. Et évidemment, ils ne seront pas ingrats quant à si jamais nous sommes capables de nous acquitter de cette tâche. Le premier cas, c'est que nous avons une description vague de la direction et je m'en référerai à vos talents de bons chasseurs et de pisteurs pour ça. Et surtout, le dernier point qui me soucie encore plus, c'est cette venue du seigneur d'Ankar, Geoffrey d'Ankar. Le duc Parnissar l'a envoyé clairement mettre tous ses vassaux au pas. Il a fait une tournée des vassaux depuis le nord et est descendu ensuite jusqu'à nos terres. Il prélève l'impôt, mais aussi appelle à la mobilisation. Parnissar va lever l'ost pour l'été et envahir le royaume de Felendar. Nous savons tous que c'est son objectif depuis très longtemps et que jusque-là, seule l'autorité du haut roi, contestée actuellement, l'empêchait de le faire. Le haut roi est affaibli, Parnissar a un boulevard et du coup, quoi choisir? Si nous tendons la main à Felendar, nous ne pourrons pas faire partie des plans de notre duc et donc du coup nous encourons la trahison. A l'inverse, si nous rejoignons tout simplement le parti du duc bon gré mal gré, malgré tout espoir de paix sera terminé. Je ne sais quoi faire, surtout que nos alliés chevaucheurs de dragons ont besoin de nous et nous avons un temps qui est hélas trop court. Je prends tous vos avis, je vous écoute. Si je peux me permettre, mon seigneur, et je comprends que ce soit la chose qui vous turlupine le plus possible, ce duc, notre duc, a besoin de cet or pour faire sa guerre. Nous pouvons lui donner, nous pouvons aussi le donner à notre roi. Après tout, Qu'entendez-vous par là? c'est l'autorité du duc ne dépasse pas celle du roi, sur le papier tout du moins. En cette ère, si, mais effectivement, à une échelle un peu plus grande, effectivement, le haut roi a été normalement sacré par tous les grands du royaume, dont le duc Parnissar. Si nous mettions la main sur le trésor convoyé par Sir Geoffrey d'Ankar et nous le donnions directement au roi, le duc ne pourrait pas s'en prendre directement au roi et n'aurait pas l'or qui nous pousserait à faire la guerre. Cela permettrait de gagner du temps d'un côté pour potentiellement un beau mariage avec nos proches rivaux de Felendar. Après, je ne cache pas qu'une virée dans la montagne pour aller chercher une créature qui pond des œufs, oui, je comprends, c'est triste. Quelques paysans vont être mangés. Hormis ça, ce n'est pas une affaire de sécurité nationale. Sir Ruiz, pardonnez-moi, mais je ne partage pas du tout votre point de vue. Pardonnez-moi, mon seigneur, mais à mon sens, la demande de la commandeur est urgente. Pour de multiples raisons. La première, nous avons une alliance avec les chevaucheurs, une alliance que nous devons respecter. Aller chercher l'une de leurs pondeuses me semble urgent et indispensable. Et surtout, la menace. Nous avons 4 wyvernes dans la cour, à l'heure actuelle, qui peuvent, à tout moment, et peut-être en cas de refus, manger un ou deux de nos gens. Je ne trouve pas cela complètement tout à fait acceptable. Et vous l'avez dit, une récompense de la part des chevaucheurs, peut-être en argent sonnant et trébuchant, peut-être en service, exactement. Peut-être nous seconderont-ils lorsque nous devrons choisir entre soutenir le haut roi ou soutenir le duc Parnissar. Vous avez de bons arguments, surtout que de votre côté, Sir Ruiz, le seigneur Geoffrey d'Ankar m'a confié une certaine inquiétude. Son trésor amassé pendant sa collecte devait arriver au zénith, à notre bourg. Il n'est toujours pas arrivé. Et il m'a menacé assez clairement, comme quoi c'était de ma responsabilité si mes terres étaient mal tenues et que malheur était arrivé au trésor ducal. De l'autre, effectivement, nous avons une alliance, et là où je vais vous rejoindre encore plus, c'est que si jamais nous sommes prêts à montrer que notre allégeance première va envers nos serments et notre loyauté envers nos voisins, alors ils se rappelleront ça lorsque, que ce soit le duc, que ce soit d'autres personnes, viendront nous maltraiter nos terres.
et leur puissance est colossale. Capitaine, il y a là des affaires notamment de défense de nos terres, de mes terres. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Moi, je voudrais tout de suite rassurer mon ami Aizu. Ne t'inquiète pas par rapport aux 4 wyverns qui sont dans la cour du château. Je les ai observés. Leur cavalière, la chef des cavalières, bien que très désagréable, semble avoir bien éduqué ses bêtes et bien formé ses chevaucheurs afin que les bêtes ne soient pas dangereuses. Donc là-dessus, voilà, rassure-toi. Les chevaucheurs sont souvent un peu soupolés. Non, pas spécialement. Et je pensais que de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, le fait de mettre la main sur le trésor sera plus intéressant pour nous, monseigneur, dans le sens où l'argent permet quand même d'acheter des gens et permettra peut-être même d'aider les chevaucheuses, si besoin, d'une autre manière qu'en retrouvant leur dragon. Bien sûr. Allié à la politique, effectivement, l'argent peut être un outil puissant. Faisons mine au moins de prendre en considération les inquiétudes du seigneur d'Ankar. Bien sûr. Ça l'attendrira. Ça la rendra moins désagréable, je l'espère. Un peu difficile. Très bien. Ma décision est prise. Préparez vos pactages. Vous partez dès demain à l'aube pour trouver ce qui est arrivé au trésor. S'il lui arrivait quelque chose, si jamais il ne lui est rien arrivé, faire escorte de ce trésor. De ce que j'en sais, il remontait tout simplement le fleuve du Gaf. Tourner les forts torrents de printemps, normalement il devrait être par une péniche tirée par des bœufs pour aller à contre-courant et remonter tout simplement la crue. La route devrait être relativement aisée, même si vous connaissez tous les deux bien le pays. Faites attention, n'oubliez pas qu'il y a des bêtes sauvages qui peuplent nos gorges montagneuses et surtout les brigands qui sont tirés de leur hibernation. Prenez vos gens si besoin. Sur ce, je vais me coucher. Merci de vos conseils. Bien, monseigneur. Il se lève, vous salue, un simple geste de tête, et va se coucher. Bonne nuit, monseigneur. Bonne nuit à vous. Et donc du coup, vous allez vous coucher, et demain matin, avant le chant du coq, vous allez vous retrouver dans la cour, dans le froid matinal, et donc du coup, à prendre tout simplement vos montures, et est-ce que vous avez des gens avec vous dans les traits? Car oui, les traits. Les traits sont ni plus ni moins qu'une des grandes forces du système de Trégor. Les traits sont rattachés tout simplement à un domaine. Vous pouvez aussi avoir des traits d'art, de conflit, de maraude et que sais-je. Les traits sont les angles saillants du personnage. Votre domaine, donc par exemple le domaine des cités, vous permet de tout faire dans l'art des cités, à savoir la discussion, la politique, les lois, mais aussi tout simplement le commerce. À côté de ça, lorsque votre personnage peut avoir tout simplement des traits forts, que ce soit de caractère, des possessions, des expertises d'une certaine manière, ou même tout simplement des gens. Dès qu'un trait rentre en jeu dans un test, par exemple, imaginons, est-ce que l'un d'entre vous, quel est votre trait principal, l'un de vos traits en cité? Belle chevelure. Voilà. Convaincant. Convaincant. Et vêtements extravagants. Vêtements extravagants. Peu dans le cadre de tes fonctions, mais dans le privé. Évidemment. Alors du coup, dans le cas tout simplement où effectivement la capitaine Hilda souhaite séduire quelqu'un, en tout cas jouer avec ses cheveux, bref, met en scène sa belle chevelure qui fait partie des éléments descriptifs forts de son personnage, elle ajoute tout simplement un dé d'avantage, c'est-à-dire qu'elle jettera tout simplement, un premier dé pour son test de domaine, mais également vu que sa chevelure, donc un trait positif, est utilisé, elle jettera tout simplement un deuxième dé et choisira parmi le meilleur. Gauthier, c'est un deuxième dé de même valeur alors? C'est un deuxième dé de même valeur, c'est ça, c'est le dé de domaine de même valeur. Si jamais tout simplement c'est un trait négatif, comme la menace par exemple, ou tout simplement un défaut de votre personnage qui est mis en jeu, dans ces cas-là, c'est vous jeter 2 dés, mais en désavantage, et donc du coup, vous gardez le pire des 2 résultats. Un personnage ainsi peut cumuler jusqu'à 3 traits positifs ou 3 traits négatifs, et donc du coup faire un test tout simplement avec 3 dés d'avantage, ou bien en désavantage ainsi jeter 4 dés et choisir le pire des 4. Plus difficile. Trégor est un jeu asymétrique, et donc du coup, le meneur de jeu ne fait aucun test par lui-même. C'est les joueurs qui s'occupent de tout. Par contre, le meneur de jeu peut utiliser de la menace, notamment des points de menace, pour agrémenter le test de ses joueurs. Il a une réserve de points. Là, aujourd'hui, ça va être tout simplement 13 points de menace, pour tout simplement toute la partie. Lorsque j'utilise un point de menace, je génère une menace de rang 1. 2 points, menace rang 2, et on peut aller jusqu'à menace rang 3, comme ça.
lorsque j'utilise un point de menace, là-dessus, immédiatement, vous avez un dé de désavantage qui apparaît. Donc, c'est-à-dire que vous jetez 2 dés et vous choisissez le pire. Vous pouvez équilibrer ces malus avec vos propres traits de personnage, belle chevelure, convaincant ou vêtements extravagants si c'est adapté, et ainsi, tout simplement, opposer la menace, voire même dépasser la menace qui vous est proposée. Est-ce que j'ai été clair? Très. Parfait. Donc du coup, pour faire le lien avec tout ça, est-ce que les traits peuvent représenter aussi des troupes, des gens qui sont autour de vous? Ça ne rapporte qu'un dé d'avantage et une fonction narrative dans toute sa unité. Est-ce que vous avez des suites ou des compagnons avec vous? Oui, moi j'ai ce qu'on appelle un valet fidèle, le genre de valet qui fera tout ce qu'il faut pour que mes affaires fonctionnent correctement. Très bien, donc tu as un valet très fidèle, c'est un trait plus. Il faudra que tu lui donnes un petit nom à l'occasion. Oui, moi j'ai une troupe de mercenaires sur Basilic qui peuvent m'accompagner quand j'en ai envie et se battre à mes côtés. Très bien, alors pas de souci, donc une troupe entière de nains et de naines montée sur des basiliques. Alors c'est tout à fait possible dans Trégor, c'est juste qu'il faut que tu gardes bien à l'esprit Isabelle que ça, dans les combats et ainsi de suite, ça ne te rapportera qu'un test d'avantage, enfin qu'un seul avantage dans les tests de conflit, ni plus ni moins. Oui, donc un dé en plus de mon dé normal. Voilà, c'est ça. Et que ils ne seront pas à tout faire. Par contre, ils savent faire qu'une chose, c'est ça. Et toi moi, alors je ne sais pas si ça rentre dans les personnes qui nous accompagnent, mais j'ai un serpent de compagnie. Ah, c'est une sorte de vipère des déserts. Exactement. Oui, effectivement, ça va compter quand même. Donc voilà, ce sont des traits positifs qui sont, du coup, vous pouvez ainsi gérer aussi des sortes de PNJ qui vous accompagnent avec une interaction plus ou moins limitée entre le valet des fidèles du nom de Philippe. Philippe et le serpent justement un serpent. Ce ne sera pas le même degré d'interaction, mais bon, si tout le monde est à l'aise avec ça. Donc du coup, maintenant que tout ça est su, du coup, je vous propose qu'on passe à la suite, à savoir le lendemain matin, la traque de cette fameuse péniche remplie d'or, parce que les impôts, vous vous doutez bien qu'il en a pris et pas qu'un peu. Donc vous franchissez la herse, tout simplement, de la forteresse du Seigneur de Gaffic au petit matin. Une fine pluie vous accompagne, il fait frais. Le bourg est passablement endormi. Et donc du coup, vous commencez à partir dans les étendues sauvages, tout simplement, du territoire de Gaffic, dans ces montagnes, dans ces vallons, pour la recherche, pour trouver cette foutue péniche avec les impôts du duc Pernissard dessus. Après, qu'est-ce que vous en ferez apparemment? C'est encore un sujet à vaste débat. Ça va être très simple, justement. Nous avons parlé des menaces précédemment. Vous allez devoir retrouver justement cette péniche. Et donc du coup, comment vous y prenez cet impôt? Eh bien moi, je sais qu'elle était donc tractée par des bœufs, donc je vais regarder le sol jusqu'à ce que je trouve des traces de bœufs pour essayer donc de retrouver la péniche en question. Ok, tu cherches sur la route, ailleurs? Je vais plutôt chercher sur les rives du fleuve, Okay. puisque je sais que c'était là qu'il marchait. Ok, pas de souci. Paul, est-ce que tu as quelques idées? Eh ben, Sir Ruiz n'est pas réellement quelqu'un d'habitué à aller dans les bois, donc il va rester sur la route et il va espérer tomber dessus parce qu'il n'a aucun trait qui pourra l'aider. D'accord. Donc toi, c'est vraiment, on marche sur les routes là où c'est à peu près pavé. Exactement. Et surtout, c'est potentiellement à demander à des gens, à des marchands, des camelots, s'ils ont vu quelque chose. Est-ce que tu fais quelque chose, toi? Justement, moi je pensais demander à des gens s'ils ont vu quelque chose, s'ils ont vu la barque passer et quand, parce que de la même façon, Aïssou, son serpent n'a pas un serpent de chasse. Pas un serpent de chasse, non, Donc effectivement. elle n'a pas de trait particulier qui lui permettrait de Pas de problème, mais écoute. traquer cette barque. Donc voilà, on a clairement des sortes de... Voilà, vous avez des gens qui allaient interpeller justement les différents nomades, pèlerins, ermites, voyageurs, camelots qui sont sur les routes. Et pendant ce temps-là, la troupe de nains montée sur des basilisques, il n'y a pas grand monde qui risque de vous approcher, mais va plutôt sur le rebord de la route. Généralement, fleuve et route vont de pair. Et donc du coup, voilà, toi tu vas regarder les traces. Donc vous allez faire un test détendu parce qu'on est clairement dans les dehors dangereux du monde de Trégor. Par contre, pour chacun d'entre vous, je vais prendre un point de menace pour chacun d'entre vous. Donc vous allez faire tous les trois un test avec tout simplement un des défaveurs. Donc du coup, sauf si toi tu avais clairement... Est-ce que tu as des... Moi j'ai un sens de l'orientation où j'ai le nez fin, donc je pense que Le le nez sens... fin, tu vas pas humer... L'odeur des bœufs, bien sûr que si. Non. Bien tenté, j'aime bien, mais non, c'est... Et surtout pas devant tes hommes. Donc non, tu vas prendre effectivement, tu as un bon sens d'orientation. Donc pour toi, voilà, ça je l'accepte. Donc du coup, tu vas faire le test avec une menace, certes, mais c'est un des avantages, à cause d'un trait positif. Donc du coup, tu vas faire le test normal.
Tandis que tous les deux, vu que vous n'avez pas de trait à opposer, mais du coup, vous faites le test en défaveur, avec un dé de défaveur. Moi, c'est réussi. Alors, réussite, Réussi aussi. pas mal. Les 2 dés étaient un échec. Bon, mais du coup, tu vas passer, tu vas déclasser du coup ton dé qui était de D6 à ce que je vois à D4. On va commencer tout simplement par là où ça se passe mal. Mais tiens, je te propose, parce que Trégor a cette volonté de construire une narration collaborative entre MJ et joueur, dans les bons moments comme dans les mauvais. Que se passe-t-il en fait? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour Russe? Pourquoi les choses dégénèrent au niveau des étendues? Une blessure du cheval peut-être, quelque chose? Eh bien, ça peut être un cheval récalcitrant où effectivement il n'a pas pris son cheval de d'habitude et il est tombé sur le gros joufflu, c'est comme ça qu'il est appelé ce cheval-là dans les écuries, pour une simple et bonne raison, c'est ce cheval qui s'arrête systématiquement à chaque chardon, à chaque buisson. Et Ruiz, s'énervant assez vite, il n'a pas de patience avec les chevaux, ne fait que pester, si bien qu'à un moment il ne fait pas attention à ce qu'il amène le cheval et que le cheval s'entaille avec un buisson coupant. D'accord, parfait, effectivement. Mais donc tu vas passer ton moment à pester. Vous allez clairement voir Ruiz qui va râler toute la journée pendant que vous êtes en train de traquer. Et surtout, à un moment, entendre un hennissement et Ruiz partir, effectivement, parce que la bête s'est entaillée comme il faut le nez sur un buisson épineux assez. Donc voilà, c'est pas le meilleur moment pour toi. Donc du coup, voilà, la chasse, ça suffit, t'en as marre. D'ailleurs, au fait, tout à l'heure, tu as eu le temps de dormir. Ton dé était revenu à la normale. Hein. J'espère que tu as utilisé ton dé normal. Parfait. Donc du coup, pour toi, un peu le succès inattendu, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Aïssou a réussi à converser avec des paysans qui sont un petit peu en surplomb de la rivière et qui ont vu en fait au loin cette barque qui était assez bien gardée. Non, pas cette barque, c'était une large péniche. Même pour Une large péniche, ils m'ont précisé, effectivement, ils m'ont dit qu'elle était très large. Eh ben, une grande péniche, effectivement, bien gardée et surtout par de nombreux hommes d'armes. Et ils l'ont vu, effectivement. Alors, par contre, c'était pas chez eux, c'était en amont des terres. C'est-à-dire qu'ils étaient encore ces zones un peu troubles entre deux territoires de seigneurs. Mais dans tous les cas, clairement pour eux, tout simplement, ils sont passés par vos terres. C'est-à-dire qu'ils sont au moins arrivés à vos terres. Ce qui n'est pas bon pour votre seigneur. Hein. C'est-à-dire que se faire attaquer dans ces terres, c'est. Même à la frontière, ça peut être compliqué, mais là, c'est toujours vexant. C'est toujours vexant. Et de ton côté, du coup, capitaine Hilda Kenros? Mais de mon côté, je vais prendre pas mal de temps, puisque je vais être obligée de descendre de mon basilic, parce que même s'il n'est pas très grand, il est trop grand pour que j'y voie au sol. Et donc, je ne vais pas hésiter à aller mouiller la chemise, mouiller les bottes, crotter les bottes, pour aller regarder de plus près si je vois des traces de bœufs. Et au bout d'un moment, je vais finir par en trouver. Effectivement, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire que ça va vous mener quasiment jusqu'à la fin de journée. Donc la pire journée pour toi, hein, Ruiz d'Altiplano, c'est justement, effectivement, tu retrouves ces traces de bœufs, à savoir une sortie de route de bœufs, effectivement, et surtout avec des traces de chêne. Clairement, tu retrouves un bœuf, enfin un des bœufs qui tractait cette péniche, apeuré, dans un renfoncement tout simplement au bas de la montagne. Vous êtes quasiment hors des montagnes, vous avez marché toute la journée à bons pas pourtant, et donc du coup, surtout, tu voyais tout simplement un bœuf avec clairement le collier, le joug qui est nécessaire pour tracter ce genre d'engin maritime, enfin fluvial pour être plus précis, apeuré, et surtout la chose qui vous fait dire qu'il y a eu vraiment un problème, c'est que sur le cul du bœuf, il y a tout simplement une tête de flèche. Est-ce que vous prenez le temps de prendre la bête avec vous ou pas du tout? C'est un bovin apeuré. Peut-être pas perdre notre temps avec un bovin apeuré. Moi, je vais prendre le temps de lui laisser un peu de foin. D'accord. Tu demandes à tes hommes de couper du foin, ça râle. Ils le font parce que tu es la chef. Et donc du coup, effectivement, ils jettent un peu de foin rapidement à la bête. Ça fera le bonheur d'un paysan chanceux ou d'un brigand. Et donc du coup, vous vous enfoncez tout simplement, cette fois-ci, vers une zone marécageuse en bas des montagnes, par lequel effectivement ce bac serait passé. Et au fur et à mesure que vous avancez dans ces eaux poisseuses et sombres, vous voyez la découpe jetée contre la berge, mais de cette péniche qui a été littéralement éventrée. Et donc vous voyez en fait le nez dépasser tel une sorte d'obélisque de bois. Il commence à faire vraiment nuit. Et surtout, vous voyez que vous n'êtes clairement pas seul, vu la lueur de torches et de lanternes.
Et justement, nous allons passer au test suivant. Alors, justement, le nouveau test que nous allons voir, ça va être le test de confrontation. Je vais vous décrire dans quelques instants ce qui se passe. Je pense qu'il y a des chances que vous réagissiez assez fortement. Et justement, cela va être géré avec les tests de confrontation. Alors, ces tests-là, contrairement aux tests de péripéties qu'on a fait juste là, qui étaient des tests avec des enjeux plutôt modérés, mais des enjeux quand même, les tests de confrontation sont avec des enjeux beaucoup plus marquants pour vos personnages. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des blessures qui peuvent en sortir. Quand je parle de blessures, je ne parle pas uniquement de plaies et de fêlures et ainsi de suite. Chaque domaine dans Trégor, que ce soit les arts, les conflits ou les mystères, peuvent être blessés. Chaque domaine peut être blessé jusqu'à 3 fois, ou en tout cas avoir une blessure de rang 3 maximum. C'est ça. Les blessures sont aussi bien des dommages physiques, comme j'ai pu le laisser entendre, mais également, dans le cadre des cités, par exemple, cela peut être des punitions sociales, la honte, le fait d'être discrédité tout simplement dans la cour d'un seigneur, voire même d'être persona non grata, ou même exilé d'une nation. En règle générale, tout simplement, les blessures ont tout simplement des blessures de rang 1, de rang 2, de rang 3. Les blessures rang 1 gênent votre personnage de manière significative. On vous a coupé un tendon sur un bras, par exemple dans les tests de conflit. Vous avez tout simplement eu un courtisan qui s'est acharné sur vous, il y a une campagne tout simplement de harcèlement à la cour. C'est gênant, hein, c'est compliqué. Ou à l'inverse, tout simplement, dans les mystères, vous avez tout simplement une révélation qui vous amène à avoir des propos qui sont clairement contre la norme et surtout le dogme dominant. Les blessures de rang 2 sont tout de suite beaucoup plus handicapantes, à savoir que ça peut être plusieurs membres qui peuvent être brisés, à savoir par exemple 2 jambes brisées. C'est compliqué pour combattre, vous en conviendrez. Ou à l'inverse, tout simplement, dans les maraudes, pour exercer sa fonction, être recherché par le bailli local et traqué avec une prime de plusieurs couronnes d'or sur sa tête, et bien clairement, voilà, c'est ça. Ça, c'est une blessure de rang 2. À l'inverse, une blessure de rang 3 incapacite quasi totalement votre personnage dans le domaine en question. On parle de quelqu'un qui est quasiment laissé dans le coma dans le cas de blessure physique, ou tout simplement quelqu'un qui est exilé pour le domaine des cités. Voilà, banni, ciao. Un éveillé, donc vos personnages, peuvent subir jusqu'à 5 blessures, sachant que les blessures, si jamais tout simplement, par exemple, vous avez une blessure en conflit, puis une blessure en conflit, on passera directement à la blessure de rang 2. Il y a une nouvelle blessure qui arrive en conflit, ça passe à rang 3. Vous pouvez subir comme ça jusqu'à 5 rangs de blessures en acceptant les contraintes de jeu et ainsi de suite. Par contre, à partir du moment où la 6e arrive, vous êtes tout simplement en état de mort scénaristique. Lors d'un test de confrontation, on va miser des blessures. C'est-à-dire que vous allez dire, je fais un test et je vais miser une blessure, 2 blessures, 3 blessures. Vous avez un degré de mise maximale en fonction de votre dé. Ça, c'est moi qui vais gérer, je vous le rassure. Et donc du coup, si vous réussissez le test, pas de problème, vous infligez les blessures à la scène, donc aux figurants et ainsi de suite. Ça peut être les blessures de votre choix, du degré de votre choix. C'est-à-dire vous avez misé 5 blessures, vous pouvez faire 5 blessures de rang 1 à l'entourage, donc une blessure en cité, une blessure ainsi de suite, c'est à votre créativité. Ou à l'inverse, regrouper les blessures pour faire, sur 5 blessures, une blessure de rang 3, une blessure de rang 2, et bam. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Si jamais, dans tous les cas, vous allez voir, ça va se mettre en jeu rapidement. Donc vous arrivez tout simplement, effectivement, près justement de l'épave de la péniche. Clairement, il y a eu pour vous, c'est assez évident, une embuscade. Une embuscade méticuleusement préparée. La péniche est éventrée, et donc elle est vraiment coupée en deux. Et vous voyez balloter de ça de là, en fait, tendus par des lianes et des cordes improvisées, des troncs coupés qui ont servi de bélier, tout simplement, à cet endroit où il passait avec moins d'eau en fond, donc du coup c'était plus difficile de manœuvrer dans ces marais. Et donc du coup ça a vraiment fracturé tout simplement la péniche en deux. Vous voyez qu'il y a des flèches un peu partout, et surtout vous voyez des cadavres. Certains flottent, certains sont sur des petits îlots de terre. Vraiment, ça s'est battu. Ce qui était contenu sur et dans la péniche a été en grande partie prise déjà. Vous arrivez trop tard. Par contre, il y a des gens qui sont en train de s'affairer sur les cadavres. Vous remarquez déjà 2 populations assez claires. Des brigands, vous diriez, plutôt bien équipés,
humains et surtout d'autres créatures qui immédiatement vous font monter l'amertume au cœur, à savoir des mal-êtres. Qu'est-ce que sont les mal-êtres? Ce sont tout simplement des populations qui viennent tout simplement d'un royaume qui s'appelle le royaume du Gorgonoth. C'est une désignation qui désigne à la fois des orques, des hommes poissons, des trolls et aussi ce que vous appelez des cornus. Ce sont des sortes d'hommes bêtes avec de grandes cornes pointues. Ce sont clairement, dans la plupart des cas, des gens de cet empire qui a pour but clairement de tenir la dragée haute et surtout de s'étendre à travers tout Trégor. Très souvent pour vous, en tant qu'éveillé, en plus, ce sont des gens qui ont tendance à être proches de la corrosion. Donc c'est pas forcément, pour vous, sur les deux tableaux, c'est pas forcément une très bonne chose. Et surtout, vous voyez qu'il y a plusieurs pillards mal-être. Pillards mal-être, souvent ça veut dire des éclairs du Gorgonoth qui viennent piller, tout simplement, les terres aux alentours. Vous voyez une petite huitaine tout simplement de trolls, dirigés par un troll, excusez-moi, et surtout d'orques dirigés par un troll, mais également aussi des brigands qui immédiatement, quand ils voient votre troupe, lèvent la tête et commencent à se mettre en ordre de combat parce qu'ils savent que des cavaliers, ils ne vont pas pouvoir fuir, sauf un d'entre eux, clairement un qui est équipé qui est monté à cheval, qui lui finit de monter et est en train de s'enfuir, peut-être pour prévenir d'autres de leurs complices. Qu'est-ce que vous faites? Moi, pour ma part, grâce à mon valet fidèle Philippe, j'ai échangé mon cheval avec lui, ce qui fait que maintenant j'ai un vrai cheval, et grâce à mes talents de cavalier, je compte poursuivre le fuyard. Ok, toi tu vas t'occuper du fuyard, pas de souci. Moi, je vais m'occuper avec ma troupe de mercenaires d'aller me battre. Tu vas régler ce compte à cette bande de pillards. Oui, tout à fait. Très bien, ok. Est-ce que parmi les mal-êtres, il n'y a pas un troll ou... Comme je l'ai dit, ils sont dirigés par un troll, effectivement. Et bien donc, moi je vais essayer d'aller clairement one-shot le troll, ou en tout cas assassiner le troll. Tu vas essayer de profiter de la vague de nains monter sur des basilisques qui chargent pour prendre la tangente. Peut-être prendre la tangente et... Ok, pas de problème, ça me va très très bien. Alors du coup, tous les trois, vous êtes en situation de confrontation sur des champs assez différents. Donc toi, ça va être un test de confrontation clairement en maraude. Donc du coup, je vous rappelle que vos magistères fonctionnent sur ces tests. Les traits fonctionnent comme les autres. C'est comme un test que vous avez fait jusque-là, si ce n'est qu'en plus, on va miser des blessures. Est-ce que vous misez une blessure, 2 blessures ou 3 blessures? Toi, tu vas faire le test de confrontation en maraude face au troll. À savoir, tu vas essayer de passer derrière. Est-ce qu'il va te voir et te mettre une énorme mandale avec son large hachoir? Toi, ce sera plus... Là, je suis désolé, de l'étendue. Parce que ça va chevaucher. Je te rappelle que C'est normal. Tu es stressé encore de ça, tu as encore la reine un peu dure. Comment tu... Et en même temps, cette fois-ci, c'est pas cherché, j'ai plus qu'à faire chevaucher, je suis un chevalier. Donc Sir Ruiz a le trait cavalier. Et qui plus est, comme c'est un brigand en tant que bailli, c'est mon devoir de le ramener, donc je dis Ça mon rentre magistère. dans ton magistère, parfaitement. Effectivement, donc ton magistère, donc du coup, vu car normalement c'est un magistère tout simplement de cité, le bailli. Une fois par partie, tu peux l'utiliser sur un autre domaine. Tu vas en profiter. Donc tu vas pouvoir... Parfait, tu vas pouvoir cocher du coup à côté, tu vas pouvoir cocher tout simplement l'utilisation hors domaine. Isabelle, Hilda, qu'est-ce que... Donc clairement tu vas te battre, donc ça va être du conflit. Capitaine mercenaire effectivement rentre en ligne de compte. Est-ce que tu utilises d'autres traits à tout hasard? Ben oui, ma hache familiale, Tout à fait. qui est une très grande hache, mon sens tactique exceptionnel. Très bien, sans stack exceptionnel, rien de moins. Bon, et puis la troupe de mercenaires, on l'a déjà dit, mais ça fait partie de mes traits. Très bien, mais donc du coup je valide les 3. Tu vas prendre combien de blessures toi? 3. Tu vas prendre 3 et toi? Je vais être joueur, je vais faire 2. 2 et 2. Et 3 ou 2 toi t'avais vu? 2. 2. Très bien. Alors du coup, pour toi, je vais augmenter... Alors le meneur de jeu, pour augmenter la mise, est obligé d'utiliser des points de menace, donc de taper dans sa réserve. Moi, je vais augmenter de 1. Donc on va passer à 3. Est-ce que on reste à 3 ou est-ce que tu augmentes encore? Tu as la possibilité d'augmenter. Je vais rester là. Tu vas rester là. Paul, mon très cher, alors il n'est pas non plus, il va accepter en tant que tel. Parfait. Eux, c'est pas compliqué, c'est la mort ou la gloire. Les brigands, donc ils vont augmenter de 1. Ils passent à 4. Tu peux monter à 5. Mais je monte à 5. Très bien, donc là, on a un très gros enjeu ici. On va commencer du plus petit au plus grand. Commandant. Alors, j'ai le droit d'utiliser des menaces à nouveau. Donc toi, tu utilises les cavaliers, ce qui va te donner du coup 2 dés. Tout à fait. Un dé, un dé. Alors, tu vas gommer un des dés, parce qu'il va utiliser tout
tout simplement, un de ces traits positifs tout simplement, et lui aussi, tu te rends compte que en regardant sa monture, c'est pas une monture de merde. Il a des éperons surtout. Ça peut être un chevalier, ou un brigand, ou un chevalier brigand. Donc du coup, il va utiliser aussi ce trait-là. Et donc du coup, tu vas faire ton test en Avec un seul dé. un seul dé. C'est une réussite. C'est une réussite, c'est parfait. Ok, donc toi, on va revenir après là-dessus. Donc tu vas réfléchir à combien, si tu fais une blessure de rang 1, donc le blesser un peu sur 2 domaines à la fois, ou une blessure sévère quelque part, je te laisse y réfléchir. Tu peux viser n'importe quel domaine. Toi, du coup, on passe à 3. Comment tu t'approches un peu, voilà, c'est quoi ta tactique? Là, c'est pas compliqué, ça se bat dans tous les sens. Justement, en fait, je vais profiter de cette cohue-là pour, peut-être même en amont, avant sa charge de nain, de passer peut-être dans les fourrés sur le côté Ok. pour débarquer sur le côté au moment d'attendre que les nains chargent Ouais. et arriver sur le côté du troll, passer peut-être par l'arrière. Il va se concentrer sur les nains qui lui foncent devant. Et tu vas essayer de lui trancher d'abord les jarrets et ensuite peut-être la gorge. Je lui tranche les jarrets, évidemment, et puis je lui saute dessus. J'essaye ensuite de le trancher. Ok, alors le troll, tout simplement, là-dessus, tu te rends compte que, dans un premier temps, il n'a pas un grand sens tactique plus que ça. Dans un premier temps, à savoir que c'est assez direct, ses ordres. Par contre, tu remarques qu'il a toujours un œil à l'arrière, comme s'il attendait des renforts. Et donc, du coup, là où c'est compliqué, c'est que justement, il n'est pas complètement engagé. Il ne va pas dans la bataille complètement. Il se défend, mais il attend clairement des renforts. Et donc du coup, cette posture un peu en arrière va tout simplement compliquer la tâche. Donc Du coup, je vais surclasser mon dé, puisque je suis assassin, et on a dit que je pouvais prendre athlétique et discrète. c'est ça. Donc Donc j'en du coup, rajoute. 2. Et donc là, vu que moi il a utilisé un point de menace, du coup, pour montrer sa prudence, tu vas en avoir que 1 en plus. Ok. Et bien donc les deux sont réussis. Ces 2 sont réussis, donc c'est une réussite aussi. On va revenir après sur les conséquences. De ton côté, Isabelle, alors du coup, tu es en infériorité numérique, donc du coup, tu vas déclasser de 1, enfin, tu vas avoir une menace en plus. Du coup, tu as sens tactique d'un côté, chevaucheuse tes hommes, tes chevaucheurs de basilic, et surtout, tu as ta hache familiale. De l'autre côté, tu as, mais du coup, ni plus ni moins que le surnombre en face. Du coup, tu bascules à 2 avantages, donc ton dé de base plus 2 dés d'avantage. Je tenais à dire, je ne sais pas si c'est possible, mais j'aimerais que mes hommes fassent au moins un otage, qu'on puisse le faire parler. Ah, tu veux que du coup, il se restreigne? Très bien. J'enlève un dé de ça- plus. Oui, tout à fait. Bon, les deux sont réussis. Très bien. Et donc du coup, alors ça se jette, ça se bat dans tous les sens. On va commencer par Ruiz Altiplano. Tu es en train de cavaler tout simplement. Comment ça se passe? Tu es à travers marée. À travers marée, ce qui rend la tâche compliquée parce que les chevaux ne doivent pas s'enfoncer dans les trous d'eau, tout simplement. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le fait que tu as dit qu'il avait des éperons. Et donc, au fur et à mesure des cavalcades, sa lourde cape remonte et me laisse entrevoir les premiers symboles d'un blason qu'il a essayé de cacher. Je vais donc m'attaquer plutôt à son côté cité, parce qu'il n'y a rien de pire pour un noble que d'être traîné dans la boue. Et je vais commencer à haute voix à énoncer ce que je vois de son blason et de ce que je sais de sa famille, pour lui indiquer que si le bailli de ces terres sait que lui est là, d'autres le savent, et qu'à moins de se rendre, sa famille sera prévenue de l'horrible crime qu'il est en train de commettre. Alors, tu reconnais tout simplement les blasons de la maison Follard. Enfin, une petite famille de chevaliers, et surtout une petite famille de chevaliers dans les terres. Ils sont connus, pourquoi? Parce qu'il fait partie des gens qui sont rattachés tout simplement à la cour royale de Kirk, donc à savoir la capitale du haut royaume du Kirkwall. Donc tu reconnais la maison Follard, et donc du coup, immédiatement, mais surtout, effectivement, tu l'insultes, ce qui a pour clairement il pique un phare, et surtout, tu es en train de t'époumoner, et il se retourne. Et là, évidemment, tu vois clairement son visage, c'est clairement pas un malandrin, les traits tout simplement bien trop, surtout la coupe. Trop propre. Il est trop propre sur lui. C'est un chevalier en campagne, certes, et surtout, il a les traits caractéristiques de la maison Follard, à savoir un nez busqué, aquilin, très marqué, et surtout des longues mèches de cheveux rousses, tout simplement. Pour toi, c'en est un. Et deuxième blessure. Et en ce moment où il se retourne effectivement là-dessus, je vais lui faire
preuve de peu de prudence, c'est-à-dire que je vais faire un arrêt sec à mon cheval pour profiter de la force et me retrouver projeté contre lui et tomber à terre sur lui pour essayer de l'appréhender. Et effectivement, donc tu fais ton embardé et donc du coup tu arrives, ton action a réussi, donc du coup tu le fais ton embardé, tu le chasses dedans. Tu tombes, mais avec lui comme coussin pour amortir cette chute quand même. Donc lui, tu entends quand même des os craquer, donc du coup il a dû se faire bien mal. Et surtout, tu te rends compte que tu tombes effectivement sur la terre humide, mais pas dans l'eau comme tu t'attendais, parce que vous êtes arrivé hors des marées. Vous avez dû faire une sacrée trotte. Il est en train de se débattre de tout son long, et donc du coup, tu prends ta dague et tu le menaces. Afin qu'il se rende. Afin qu'il se rende. Tu as reconnu son nom et ainsi de suite, tu lui montres que tu l'as reconnu en tant que chevalier. Et lui, obligé de reconnaître les règles de la guerre, du coup, lève les mains. Je ne sais qui vous êtes, messire, mais je me rends. Cyrus Altiplano, bailli de ces terres, je serais bien intéressé par avoir votre histoire et comprendre comment est-ce que des brigands ont pu vous prendre en otage et vous obliger à faire cet acte odieux que de s'attaquer aux impôts du duc. Je pense que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît. Et je m'excuse de me présenter à vous de tels accoutrements. On va passer à l'ogre. Donc toi, justement... Au troll, pardon. Ouais, au troll. Et donc du coup, tu passes tout simplement donc, sur le côté, pas de souci. Tu vas réussir. Comment ça se passe? Alors, pour le coup, moi je fais pas de quartier. Enfin, l'objectif c'est vraiment de réussir à le tuer, donc je mets toutes mes blessures en physique. Au conflit. Donc ton but c'est le tuer. Mon but c'est de tuer et je veux aller d'autant plus vite que je vois qu'il attend des renforts probablement. Donc je veux qu'on ait pu se débarrasser là des mallettres et des brigands le plus rapidement possible. Des brigands pour pouvoir ensuite se préparer à ce qui va arriver après. Donc du coup, tu prends le plan initial, effectivement, à un moment, il se tourne, donc là, il se retourne vers le champ de bataille parce que il y a un des nains chevaucheurs, justement, de basilisque qui, du coup, bondit vers lui, il le repousse du plat de sa lame. Donc là, tu plantes ta lame dans son tendon, il hurle de douleur, il essaie de se retourner, sauf que tu finis de trancher, il tombe. Et qu'est-ce que tu fais? J'arrive derrière lui et je l'égorge. Et tu l'égorges tout simplement mais au su, au vu de tout le monde. Donc là, tout le monde te rend compte que tu es là. Tu es couverte justement du sang. Et surtout, les mallettes comme les brigands voient ça. Pour les moins courageux d'entre eux, clairement, il y en a qui lâchent les armes et qui commencent à se barrer. Leur chef, l'un des chefs en tout cas, est mort, c'est certain. Tu remarques par contre une chose assez claire, parce que tu accompagnes la dépouille tout simplement au sol. C'est pas un guerrier. C'est clairement pas un guerrier. Pour toi, il te fait penser à... C'est pas un soldat, c'est pas vraiment... C'est un brigand, certes. C'est plus, tu pourrais penser à un milicien qui a été obligé de s'armer. Presque comme un paysan d'une certaine manière qui a pris les armes, qui est tombé dans le brigandage peut-être, mais clairement, c'était pas un soldat de profession. Ça se voit à deux éléments. Déjà, dans un premier temps, le reste de sa tunique et de ses barrets, mais c'est surtout sa ceinture sur laquelle en fait il y a clairement des fontes, des poches et même tout simplement des bourses qui te font pour toi penser à un artisan, comme un ébéniste ou un maître forgeron. Et il n'a rien sur lui, je ne peux pas en profiter en accompagnant le corps au sol. Pour prendre ce qu'il y a à prendre? S'il y a un papier, je ne sais pas. Tu commences à mettre la main dedans, tu as bien réussi, ça ne me dérange pas. Tu mets la main justement dans cette, tout simplement dans sa bourse, tu arraches sa bourse, tu recules un peu, voilà, et tu pèses. Il y a certes de l'or, et tu sens le tintement des pièces, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres objets qui gênent les pièces. Tu le sens immédiatement. Je regarderai après. Et tu regarderas après. Mais justement, comme pareil, on va faire les conclusions après. Capitaine, quelle est ta stratégie? Mais d'abord, on va commencer par essayer d'isoler la tête, on va dire, des brigands du reste, et commencer donc par ceux qui ont l'air les moins puissants, un peu les soldats, quoi, on va dire. Ceux qui ont l'air d'être le plus énervés martialement. Voilà, on va essayer eux de les couper des autres, et donc de tous les tuer, et en revanche, on fera un otage dans les 2 ou 3 plus puissants, ou dans les 2 ou 3 chefs. D'accord, pas de souci. Donc du coup, tu fais un éperon, et donc du coup, pour couper leur force en deux, tu continues à massacrer les moins puissants pour les démoraliser et qui s'enfuient. Et de l'autre, tu lances vraiment tes meilleurs guerriers. Toi-même, tu rentres dans la bataille sans aucun problème. Tu as 5 blessures à faire. Donc du coup, tu peux en faire une de blessure de rang 3 pour exterminer la menace. Oui. Ok, tu extermines la menace.
Et donc du coup, tu as fait tout simplement 2 blessures supplémentaires. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vises? Est-ce que tu veux les démoraliser, qu'ils ne reviennent plus jamais ici? Est-ce que tu apprends des informations? Est-ce que tu voles des choses? Ma priorité, ce sera d'apprendre des informations. Donc ça va être l'otage, la 5e blessure et la 4e blessure. La 4e blessure. Et Ou à moins que ce soit un otage de valeur, et là c'est la 5e blessure. oui, bonne idée. Voilà, Très un otage bien. de valeur. Un otage, donc du coup, de valeur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va avoir des informations. Enfin, donc du coup, clairement, mais surtout, tu commences à entendre des mots étranges et tu identifies clairement dans ces pillards-là qu'il y a une sorcière. La magie existe chez vous, l'estrange, comme on dit, et les pratiquants des arts étranges, qu'on soit clair, font soit partie d'une organisation qui s'appelle les Mages de Mordanor, qui est quelque chose de très mystérieux pour vous, très craint, parce qu'ils utilisent des armes presque interdits, en tout cas tabous pour vous. Et il y a les sorciers, qui ne font pas partie de cette organisation. Autant vous dire que certains villages, des fois, s'acoquinent avec des sorciers pour les cultures, ainsi de suite. Enfin voilà, chacun... Il peut y avoir des exceptions, mais globalement, vous n'avez pas un super point de vue sur l'estrange et la magie. Et il y a clairement une sorcière qui les accompagne, donc clairement, vous la faites prisonnière. Parce que souvent, ces gens-là ont des offices de conseillers ou de commandement dans en tout cas dans les troupes de brigands. C'est assez souvent qu'ils s'agglutinent autour d'eux parce qu'elle est puissante, donc forcément. Tu fais passer tout mon fil de l'épée, les autres s'enfuient, toi en plus de ça, le chef est tombé, a été assassiné, donc tu l'as tué avec une blessure de rang 3. Et donc du coup, vous passez aux conséquences. Ruiz d'Altiplano. Donc c'est plus compliqué que ce qui n'est paraît. Donc tu es au-dessus de lui, que fais-tu? Bien, tout d'abord, comme il s'est rendu, je l'aide à se relever, je le traite comme un chevalier, donc je lui coupe par contre sa ceinture en cuir pour qu'il prenne sa lame. Très bien. Et je lui dis que on va revenir voir mes amis quand tu auras fini d'exterminer les brigands qui l'ont enlevé, et que donc j'ai du temps pour écouter son histoire. Pour qu'ils l'ont enlevé. Est-ce que ton personnage est premier degré là-dessus, ou est-ce que tu le laisses entendre que tu lui offres une porte de sortie? Clairement, je lui offre une porte de sortie honorable, et notamment j'appuie sur le fait qu'il est bien loin des terres royales, en appuyant bien sur roi. Très bien. Donc du coup, effectivement, clairement, il se laisse faire. Il remonte sur sa bête, qui par contre, elle, a pris un sacré coup. Donc du coup, il marche à côté. Et du coup, vous faites chemin faisant. Il ne parle pas tant que tu ne lui adresses pas la parole. Il reste dans un sourire clairement honteux et coupable. Clairement, ta petite pique de tout à l'heure à cheval lui a rabattu le caquet. Pas de bravade ou ainsi de suite. Donc du coup, toi, tu as quand même la main sur l'épée au cas où. Ah bah bien sûr, non, l'épée est sortie. Hein. L'épée est sortie. Je lui montre que je n'ai pas confiance quand même. Oui. Et donc du coup, tu le ramènes justement au camp. Toi, tu as eu le temps d'ouvrir cette bourse. Tu vois plusieurs choses. Tu vois effectivement des pièces. Par contre, il y a des monnaies. Beaucoup trop pour quelqu'un de sa trempe. Et surtout, clairement, il a un joli petit pactole. La chose qui te choque un peu plus, c'est un anneau en fer. En plus, c'est très basique, mais sur lequel en fait il y a un jeton qui est soudé et gravé dessus. Il y a une sorte de maison, mais elle est dessinée presque comme un enfant en fait. C'est très premier, c'est un arc presque premier, avec une maison et avec plusieurs portes. Tu en dénombres 3. Et deuxième chose aussi, c'est que tu vois l'indice, en tout cas la culpabilité, en tout cas l'objet qui culpabilise, qui met la culpabilité sur ses âmes, c'est un morceau clairement de parchemin, donc ça vaut de l'argent, sur lequel on a griffonné à l'encre. C'est pas normal, les brigands et de l'encre et du parchemin, mais clairement la rivière, la barge qui est peinturée dessus, et surtout eux, leur angle d'attaque. Ouais, C'était pas les seuls. Clairement, c'est un groupe. C'était un groupe d'assaut. Ils étaient 5 en tout. Les 5 groupes. Ouais, 5 groupes d'assaut. Je conserve précieusement ce parchemin. C'est fait très simplement, mais c'est bien fait. Mais du coup, c'est des matériaux utilisés qui sont complètement dingues. Ouais, qui sont inappropriés. Qui sont inappropriés pour quelqu'un de leur... Voilà. Si c'était des simples brigands, ainsi de suite, c'est pas approprié. Bon, après, quand tu vas voir ton ami Ruiz de revenir avec un mec qui a une gueule de chevalier, clairement, et sous sa jaque crottée, avoir une cotte de maille, il faut faire, il y a peut-être quelque chose. De ton côté, tu vois tes hommes, mais en fait, disons, simplement, il y a un énorme coup de plat de lame dans la sorcière, donc ils l'ont fait prisonnière. Est-ce que tu la fouilles, est-ce que tu la réveilles en premier? D'abord, je la fouille, après je la réveille.
tu la fouilles, pareil, tout ça, machin, tu vois de l'or, tu vois tout ça. Clairement, ils étaient en train de finir de dépouiller les cadavres pour leur possession propre, pas pour les richesses en tant que telles, à savoir les bottes, les ceintures, voire même certains pour les sous-vêtements, parce que ce sont des choses qui valent cher. Et clairement, en fait, c'était pour augmenter leur confort de vie. Deuxième chose que tu vois sur elle, pareil, elle a cette bague, mais elle qu'elle porte à la main, que tu vas pouvoir faire le lien avec ton ami, de ce jeton avec cette maison à 3 portes, aussi très enfantine. Et donc du coup, surtout, la chose que tu vois, c'est parmi les cadavres. Il y a des brigands qui te disent vaguement quelque chose, parce qu'ils font partie d'une bande. Tu les reconnais tout simplement parce qu'ils ont une branche de noisetier, une petite branche de noisetier, mise sur le pourpoint ou sur la tunique, ainsi de suite, et surtout qui est noircie au charbon. Immédiatement, tu les reconnais parce que ça fait partie des indices précieux que tu vas avoir avec confirmation de la sorcière quand elle va se réveiller, à savoir, ça fait partie de la bande de la Belle Noiseuse. C'est qui est une brigand de grand chemin qui est recherchée dans quasiment tout le Haut-Royaume. Elle attaque avec ses hommes, normalement ce sont une petite bande d'une vingtaine, et ce sont vraiment des bandits de grand chemin, presque une petite troupe mercenaire. Par contre, ils sont dangereux, c'est connu. Donc vous vous retrouvez là-dessus, donc toi tu es en train de réveiller la sorcière, une fois que vous l'avez désarmée. Toi tu es avec ta bourse, toi tu es en train de revenir justement avec cet homme, donc Bran, Sir Bran. Je vous laisse le temps de vous concerter pour savoir comment vous pouvez mener les interrogatoires. Donc du coup, après concertation, vous allez interroger, vous avez vos rôles pour l'interrogation, pas de problème. Alors du coup, nous allons commencer tout simplement par Ruiz, d'Altiplano. Tu es face à Sir Bran, qui est assis piteusement auprès du feu que vos hommes ont fait, pour monter un peu le camp. Il t'attend, clairement, il voit des nains un peu se regarder de manière torve. Que fais-tu? Sir Bran, c'est une excellente façon pour vous de démêler cet écheveau en m'expliquant de façon très simple ce que vous avez pu entendre en fréquentant ces brigands, afin qu'on fasse la lumière rapidement sur cette affaire et que Monseigneur Harlan de Gaffic puisse rendre son rapport au roi, peut-être même avant d'écrire à son propre duc. Il n'y a pas besoin d'arriver à de telles extrémités, mon Monseigneur d'Altiplano. J'ai fort honte de ce que je vais vous narrer là, mais je vous prie de croire que c'est uniquement la vérité. J'agis sur les ordres du conseiller Corva, l'un des conseillers les plus proches de notre bon haut roi. Les agissements du duc Parnissar, de Borlen-Garlache, nous inquiètent notre seigneur et ses conseillers. Nous avions ordre de gêner les appétits démesurés du duc. Pour ce faire, le seigneur Corva, plutôt le conseiller Corva, s'est rapproché d'une triste figure, bandit qui s'appelle la Belle Noiseuse. Petite célébrité, à ce que j'ai compris, du milieu du crime. Il lui a proposé, contre un blanc-seing et surtout une annulation des peines qu'elle encourait, de mener une sorte de une campagne de l'ombre contre le duc Parnissar, de gêner ses appétits, d'empêcher ses projets. Sitôt qu'elle serait acquittée de cette tâche et de cette gêne, dans ces cas-là, elle serait libre. Le seigneur Corva n'est pas un idiot. Il sait très bien que confier des âmes et de l'or à une brigande n'en fait pas forcément une alliée, surtout avec une belle promesse derrière. Il nous a demandé, moi, à plusieurs de mes compagnons, de l'escorter et de nous assurer que ces projets n'aillent pas trop loin. Hélas, sur cette deuxième partie, je crains que la cruauté de cette femme ne connaisse pas de limite. Pour en obtenir des informations, elle est prête à torturer même des enfants. C'est une folle alliée, mais une folle utile. Nous avons réussi un grand coup aujourd'hui, à savoir voler l'impôt du duc. Nous sommes associés à des gens peu recommandables, mais au moins notre devoir est fait. Je sais que
les ambitions du duc connaîtront une tempérance, j'espère. Nous verrons. Donc mon ami Aïssou et moi-même sommes avec la sorcière. Donc je lui pose une question. Sorcière, j'ai vu qu'il y avait des mal-êtres parmi vous. Est-ce que ce serait le royaume du Gorgonote qui serait en train de nous attaquer Tu vois, elle est en panique, clairement. Réponds. Tu lui mets un coup de pression, tu vois. Alors, elle réagit un peu bizarrement à la pression, c'est-à-dire qu'elle a tendance à vouloir rechercher la confrontation là. Elle se rappelle d'un coup qu'elle n'est pas du tout en position. Donc du coup, elle baisse le nez. C'est une femme d'une 50aine d'années à peu près, une humaine, bizarrement, dont les tatouages recouvrent son visage et son bras. Elle parle mal, la langue locale. Non, nous ne sommes pas le Gorgonote. Nous sommes partis de Gorgonote. Nous ne voulons pas que le Khan Urugame nous plus son autorité. Moi et les gens, amis, partir loin pour fonder un village foyer. Nous besoin argent, besoin protecteur, besoin pour tranquillité. D'accord, donc cet argent, vous aviez décidé de le voler Le chevalier venir nous trouver avec femme aux cheveux voleuse aux cheveux noirs, La belle noiseuse. branche. Et eux proposer accord. Nous aider à guerre, elle et chevalier, contre argent, comme mercenaires. Ensuite, pour faire quoi? Pour vous installer ici? Non, nous partir dans montagne, notre effectivement chez vous. C'est chez vous. Nous partir dans montagne. Et nous vivre avec village et plus de guerre. Est-ce que tu sais où est la belle noiseuse avec... peut-être y a-t-il d'autres hommes à toi avec elle? Oui, la noiseuse, être au coucher du soleil, à 2 heures de marche, 3 peut-être. Et Il y a oui. combien d'hommes à toi avec elle? Moi, il y a encore 20 hommes. Et combien de chevaliers? Lui et 4 autres. Et elle et 20 voleurs. Le trésor est avec elle? L'argent? Ah, oui. Oui, or et grains. Manger. Beaucoup. Et ils vous attendent? Oui, parce que nous finir ici, et nous demain partir avec manger très... Trésor. Nous bien être dans petit grotte sous colline, bien défendu. Les hommes, si tu leur dis de lâcher les armes, ils t'écouteront? Non, trop peur de noiseuse aux cheveux noirs. Et si elle tombe? Elle est hésitante. Les amis, nous devons aller récupérer ce trésor, je pense, non? La noiseuse en question, je pense qu'il faut la tuer. Hein. Elle est recherchée par tout le monde. Voilà, Et puis vraisemblablement, ses actions... Et ces pauvres mal-êtres là qui cherchent à se faire un territoire à partir justement du Gorgonote, je pense que ça serait bien qu'ils puissent quand même faire ce qu'ils veulent, enfin s'ils ne résistent pas. C'est plus généreux de ta part. Il y a une montagne avec un dragon après tout, on n'a plus rien à en faire. Alors pour vous, par contre, en tant qu'éveillé, clairement, quelqu'un qui comme ça organise un tel déchaînement, tout simplement de violence, enfin, clairement c'est disproportionné. Les moyens qu'elle a employés pour ici sont extrêmement violents. Il n'y a pas de sujet pour vous. Mais surtout, en fait, ce que vous voyez, c'est autour de vous, le marais, en fait, typiquement, les cadavres, ainsi de suite. Ça va attirer
toutes les bandes de brigands comme une charogne avec des mouches. Si jamais vous ne corrigez pas de suite la situation, en fait, et même très rapidement, vous savez que cet endroit va devenir tout simplement un marais où tous les coupe-jarrets vont venir et ainsi grêler tout simplement le commerce de vos terres. Elle, on peut dire qu'elle est atteinte par la corrosion. Ah oui, complet. Alors elle, pour vous, c'est ce qu'on pourrait appeler une adepte, donc c'est-à-dire quelqu'un qui a basculé de manière consciente ou non dans l'éclat ou la corrosion de manière franche. Elle, bizarrement, ça serait la corrosion. Donc du coup, si on suit sa logique, effectivement, là, ce que vous commencez à prendre conscience, ce réflexion-là vous perce un agent, c'est-à-dire que c'est un agent de la corrosion qui est en train de gagner. Donc c'est-à-dire qu'elle va transformer l'endroit littéralement dans ce qu'on appelle une tergaste, à savoir une terre corrodée, le pire pour vous. C'est-à-dire que Trégor est encore une fois en train de mourir. Il vous faut guérir ça. Puis mettons-nous rapidement en route. Bien. Et c'est la nuit, attaquons-les de nuit. Oui. Très bien. Alors je vais vous laisser tout simplement réfléchir à votre plan, mais surtout avant tout ça, je vais tout simplement faire un point sur le test que vous allez faire, parce que là vous avez compris que c'est du qui tout double pour vous. Soit elle réussit et c'est fini. Même si vous ne mourrez pas, l'endroit sera ravagé par le brigandage et tout simplement et le crime. À l'inverse, si vous réussissez, peut-être que vous arrivez à en faire quelque chose. Donc là, on va rentrer dans cette notion d'un test de destin, c'est-à-dire c'est le moment où le scénario bascule. Le test de destin, c'est quoi? Du coup, ça va être tout simplement le moment où c'est un test qui va illustrer cette bascule narrative. Le but d'un test de destin, c'est tout simplement de gérer des enjeux un peu plus hauts qu'ont été tout simplement les tests de confrontation et les tests de péripéties. Pour ce faire, en fait, le destin a tout simplement une sorte de jauge de points de vie, les rangs du destin, qui sont un peu des coches à abattre. Pour enlever tout simplement ce rang du destin, pour vous, il faut que vous l'ameniez à 0. Là, c'est presque intéressant. Le mieux, c'est de faire des blessures supplémentaires. Et là, vous l'avez compris, je dis blessure, c'est-à-dire test de confrontation. C'est-à-dire que le destin a comme une fiche comme vous, à savoir les 6 domaines. Vous choisissez quel domaine vous allez attaquer. C'est comment votre personnage va agir sur cette situation. Vous faites un test avec les mises que vous souhaitez, comme tout à l'heure. Vous avez des avantages, vous pouvez utiliser vos traits positifs comme tout à l'heure. Moi, je peux utiliser des menaces comme tout à l'heure. Faire augmenter les mises aussi. C'est comme le test, à la différence qu'à la fin, si vous n'arrivez pas à battre le destin, ça veut dire que ça y est, c'est le camp d'en face qui gagne. En plus de ça, vous êtes blessé et il y a des conséquences négatives, des fatalités qui arrivent. Et là, c'est pas bon pour Trégor, et pas bon pour vous du tout. À l'inverse, si vous réussissez, même vous réussissez avec des blessures excédentaires, vous ramenez l'équilibre en Trégor, vous guérissez Trégor et vous faites naître votre idéal et votre héritier se renforce. Et vous-même, vous vous renforcez. Est-ce que c'est bien clair? Oui, c'est clair. Parfaitement. Ok. Vous avez par contre un domaine qui va être obligatoire là. Ça va être le domaine des maraudes. Et surtout, la complication qui va être liée à ça, c'est-à-dire ça va être un domaine qui va avoir de base un enjeu minimal de 3, qui va être les maraudes. Et surtout, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'exécuter la noiseuse. Ça fait partie, entre guillemets, d'une sorte de point de passage. Chaque situation de destin a ses points de passage. Un domaine généralement obligatoire, maximum 3. Et c'est tout. Là, il n'y en a qu'un seul, celui-là, parce que c'est une situation assez simple. Après, vous pouvez faire les tests comme vous l'entendez. C'est juste que l'un d'entre vous doit utiliser sa maraude. Je vous laisse faire le point là-dessus. Moi, maraude, c'est un domaine très faible pour mon personnage. Moi, c'est mon domaine d'expertise. Donc, je propose de pouvoir d'arriver peut-être après que vous ayez attaqué de la même façon que tout à l'heure. En tout cas, peut-être de m'introduire dans le camp de façon très discrète pendant qu'il fait encore nuit, mais de ne sortir qu'au moment de l'attaque. Oui. Et donc, pour attaquer, nous, on s'y prend comment? On va utiliser à mon sens l'effet de surprise, et notamment le fait que d'un côté il y ait les hommes de la sorcière qui, si la noiseuse meurt, arrêteront de se battre, et de l'autre des chevaliers qui préféreront sauver leur honneur que sauver des brigands. À l'image de celui-là que tu as récupéré. Exactement, donc attaquons en faisant le plus de bruit et en montrant tes nains les plus intimidants. De toute façon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est les encercler au maximum. En fait. Comme ça, on leur fera vraiment très peur. On fera très peur, et à ce moment-là, en tant que bailli, j'énoncerai la sentence contre uniquement les criminels, et en encourageant les chevaliers qui ont été enlevés d'aller à l'encontre de la parole qu'ils ont donnée à leurs ravisseurs et de rejoindre la loi et l'ordre établi. N'hésitez pas à faire beaucoup de bruit pour qu'ils aient l'impression qu'on est plus nombreux Exactement. que ce qu'ils croient. Parce qu'ils sont assez nombreux, on a vu que... Plus de 40. Ouais, on a vu qu'ils sont assez nombreux.
Par contre, sur ça, et rapidement, parce qu'ils ne s'attendront pas à ce que ça soit dès ce soir quand leurs hommes sont pas Bien, encore dans ce cas, installés. je pars devant. Oui. Et mon signal, ce sera de toute façon votre attaque très bruyante. Très bien. Très bien, et donc du coup, on passe maintenant au test de destin en tant que tel. C'est parti. On va passer en rouge. Alors, du coup, désormais, tout simplement, donc vous avez votre stratégie, vous avez du coup un plan d'action. Je vous laisse tout simplement me raconter ce que chacun, comment vous allez vous impliquer dans ce test de destin. Je vais commencer par toi, Camille. Donc moi, il est convenu que je parte en avance. Ouais. Comme je suis très discrète, donc j'utilise la maraude. Je vais très discrètement m'infiltrer dans le camp qui doit encore dormir. Si jamais il y a des feux, en plus ça va permettre d'éblouir un petit peu ceux qui sont encore réveillés, etc. Donc, et je reste cachée discrètement jusqu'à ce qu'ils attaquent tout autour. Ça devrait faire sortir la noiseuse. Et moi, mon objectif, c'est de fondre sur la noiseuse et de réussir à l'oxy. Alors, il y a un enjeu minimum sur ce test de destin personnel, en tout cas. C'est sur ta partie du test de destin, c'est un enjeu minimum de 3, donc 3 blessures. Est-ce que tu l'augmentes ou pas? C'est toi qui fais. Eh bien... Sachant que vous devez faire un certain nombre de blessures en tout cumulé pour vaincre la situation. Eh bien, j'y crois, puisque je suis une bonne en maraude, je vais augmenter, je vais dire 4. Très bien, je vais passer à 4. La noiseuse va augmenter de 1 aussi. On passe à 5. Tu acceptes ou tu montes encore un peu mieux? Toi, Non, j'accepte. peux pas. Mais Tu es je obligé vais d'accepter. m'arrêter. De toute façon, tu es à D12, tu ne peux pas prendre au-delà. Exactement. À toi. Eh bien, moi, je vais compter sur ce que va faire ma camarade, la capitaine Naine, pour lorsque l'on lancera l'assaut énoncé d'une voix très forte et très convaincante grâce à mes cours politiques que j'ai eus en tant que bailli, le fait que la sentence pour les brigands est la mort, mais que pour les chevaliers qui ont été enlevés, j'insisterai sur ce terme, ils peuvent briser la parole face à leurs ravisseurs et se retourner contre eux. Très bien. Donc du coup, ça va commencer à 1, tout simplement, comme l'enjeu est à 1 pour un domaine annexe. Du coup, toi, tu le fais monter à 2? Non, à 3 directement. Tu veux pas faire monter... Alors, tu vas la faire monter à 2 dans un premier temps. Et pour ma part, est-ce que... Si, ils vont augmenter à 3, parce qu'ils vont pas être d'accord. Est-ce que tu le fais monter à 4 ou pas? J'augmente à 4 et je représente ça d'une façon très simple. Je fais mettre à côté de moi Sir Bran Folard pour leur montrer qu'il est déjà de mon côté. À cheval ou... Ah bah, à cheval, comme un chevalier. Très bien. Isabelle, capitaine. Oui, effectivement, donc nous, le but, ça va être d'encercler le camp de la belle noiseuse et de se débrouiller avec des branchages ou je ne sais quoi pour faire croire qu'on est plus nombreux que ce qu'on est en réalité. Très bien. Voilà, et effectivement de fondre, d'attaquer en faisant un maximum de prisonniers. D'accord. Le but, c'est de faire un maximum de prisonniers. En fait, le but surtout, c'est de leur faire très très peur. Très Vraiment bien. qu'ils aient la trouille. L'enjeu commence à 1. Est-ce que tu veux l'augmenter à 2 directement ou pas? Très bien. Moi, je vais regarder. On va le passer à 3 de mon côté. On est à 4. À 4, oui, avec mon sens tactique exceptionnel. Donc avec toi, tu es confiant sur tes... Non, et puis surtout, en plus, moi, je suis quelqu'un de courageux. Très bien. Eh bien, tu vas monter à 4 et on va rester à 4 de mon côté. On ne va pas monter plus, parce que sinon je vais manquer de points de menace pour vous pourrir vos dés. Alors justement, pour pourrir un peu vos dés, alors, la noiseuse a une garde très, très, très proche. Et surtout, elle a également, tout simplement, elle est complètement paranoïaque. Donc elle m'enlève 2 dés. Elle va t'enlever 2 dés. Sachant que pour cette action, je peux prendre discrète, athlétique et sang-froid. Tout à fait, sans aucun problème. Donc au lieu de lancer 4 dés, Ouais, là tu vas en lancer. j'en lance que 2. Tout à fait. Pour toi, Paul, le problème qu'il y a, c'est que effectivement, il y a. Donc, on va commencer par la capitaine. Malgré tout, c'est triste à dire, mais vous êtes en sous-nombre encore. Donc moi qui devais lancer, donc moi j'avais pris sens tactique, courageuse et ma troupe de mercenaires. Donc tu passes à. Donc voilà. je passe à 2 dés en plus, donc 3 dés en tout. C'est ça, tu fais le jet avec deux avantages. Et notre cher Bailly, du coup, tout simplement, il y a des mal-être en face. Des mal-être qui n'ont pas jamais été évoqués dans le truc et qui n'entendent pas leur nom. Ils savent très bien que
Très souvent, brigands comme malêtre, ils ont tendance à faire partie du même sac. C'est vrai. Donc du coup, ils vont faire pression, entre guillemets, et faire preuve d'intimidation pour ne pas que qui que ce soit lâche ou trahisse. Hein. Il va falloir être particulièrement convaincant. Très bien. Ben, j'utiliserai convaincant et noble lignage pour convaincre les chevaliers. Très bien, très bien. Donc du coup, tu vas faire le test avec un dé d'avantage. Vous faites votre test. Bon, attention, c'est réussi. Donc c'est sur 1 ou 2 que c'est raté. C'est ça. Et bien donc moi j'ai 2 réussites. Donc du coup, quels étaient vos enjeux respectifs? Moi je devais faire 5 blessures, j'ai réussi. Tu infliges 5 blessures. 3, donc c'est réussi. 4 ou 5, je sais plus. 4, ils ont pas pu. 4. Tu infliges 4 blessures. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, effectivement, la charge des nains est lancée. Isabelle, explique-moi du coup concrètement comment ça se fait que comment ton personnage avec ses troupes matériellement arrive à les faire sortir et surtout qu'est-ce qu'ils font de manière intimidante pour voilà, générer une vraie menace, pour pas qu'ils nous fassent massacrer. En fait, on s'est mis 2 par 2 et on a attaché une corde entre nos 2 selles. Et à cette corde, on a attaché des troncs, Des branches, des branchages, ainsi de suite. des choses comme ça. Donc quand on avance, on avance parallèlement comme ça. Et entre nous, il y a plusieurs troncs, enfin plusieurs branchages qui donnent l'impression qu'il y a encore d'autres basiliques entre nous. D'accord, en fait, vous faites des sortes de mannequins, en fait, vous soulevez de la poussière, en fait, c'est sur ça. Ok, donc effectivement, vous faites des tours autour pour générer des nuages de poussière, comme s'il y avait des cavaliers partout qui est en train de leur prendre très bien. Donc effectivement, la réaction se fait extrêmement forte, c'est-à-dire dans les petits bois aux alentours, et surtout dans les collines et les petits bois maigres aux alentours. Vous entendez des hurlements, des gens qui appellent à l'attaque, on nous attaque, et ainsi de suite. Et donc vous voyez au début des flèches commencer à partir, ainsi de suite, et donc des brigands ainsi que des malêtres commençaient à s'organiser. Toi, dans ces bois, tu es effectivement dissimulé, et surtout tu vois là, effectivement ta cible, la noiseuse, commencer à sortir de sa tente avec ses hommes, et ainsi de suite. Quelle est la faille qu'elle laisse En fait, comme je suis arrivée en avance, Ouais. c'est-à-dire avant eux, l'objectif c'est même de pouvoir m'introduire dans le camp. Tout à fait, tu es dans les arbres au-dessus du camp. Et comme je suis arrivée vraiment en avance, j'ai essayé, si c'est possible, de récupérer peut-être une cape, quelque chose qui permettait aux chevaliers de se couvrir, parce qu'on en a vu un qui partait à cheval Tout à avec fait. une cape par-dessus. Tu récupères une cape effectivement qui était étendue en train de sécher. Exactement. L'objectif étant, au moment de la cohue, de pouvoir mettre la cape et de rentrer et de m'approcher comme si je faisais partie du camp, Très bien. comme si je faisais partie de ces hommes, peut-être l'un des chevaliers. Donc tu rentres effectivement dans la garde rapprochée de la noiseuse, qui ne sont pas les chevaliers, mais c'est en fait eux des vrais brigands, des gens de sa bande. Et donc tu arrives à te mettre dans leur dos, effectivement, mais ils sont occupés par cette bande de nains, et surtout toi qui es en train de sonner du corps, pendant ce temps-là, et elle commence à donner des ordres. Je vais essayer d'attirer son attention en étant suffisamment près d'elle et me rapprocher. Je vais prendre des risques, quitte à prendre peut-être des coups après, mais me rapprocher suffisamment d'elle pour pouvoir... pour qu'elle puisse me regarder et éventuellement la planter, j'ai des poignards. Pas de problème. Donc du coup, tu t'approches d'elle à ce moment, tu mets la main sur l'épaule comme si tu voulais lui parler. Donc elle se retourne avant qu'elle monte à cheval. Donc elle te voit. Et en fait, c'est là où toi tu frémis au moment où tu la touches. Tu vois au cœur de son iris, effectivement de ses yeux de couleur brun, légèrement noisette, en fait des traces un peu orangeâtres, un peu comme de la rouille, un peu comme de la corrosion qu'on commence à... Et là, tout simplement, tu passes ta lame sous son aisselle et tu la plantes, ça atteint le cœur, tu le sais. Tu retires la lame, tu lui infliges combien de blessures Tu lui infliges des blessures comment en fait? Comment tu infliges tes 5 blessures? Alors, Tu nettes. d'une part, il faut la faire tomber, donc je la tunette. Alors, je Une ne sais pas blessure combien de il me rang faut de... 3. Voilà, il me faut Blessure de quelle rang blessure. Donc, et pour que ça atteigne le moral des hommes autour, et notamment des malêtres et des chevaliers, qu'ils puissent très rapidement, En fait, voyant la noiseuse tomber... elle était en train de monter au moment où tu as fait ça. Tu la plantes, elle a le pied dans l'étrier, tu claques le cul du cheval, et du coup, tu vois le corps pour montrer qu'elle est morte, c'est fini, leur chef est morte. Et donc, effectivement, là, tu infliges donc une blessure de rang 2, donc tout simplement sur les. Donc, c'était les maraudes, et maintenant c'est le conflit, tout simplement d'eux. D'un coup, il y a une désorganisation parce qu'il y a un cheval qui part tout seul, et avec la noiseuse qui est suspendue. Pendant ce temps-là, toi, tu vois littéralement le cheval sortir du camp à toute berzingue avec le cadavre pendu, qui se fait traîner. Que fais-tu?
Eh bien, là, je mets la main sur le cheval de Sir Folard afin qu'il s'avance en même temps que moi, en déclamant très fort le fait que la justice d'Arlan de Gaffit sera miséricordieuse pour tous ceux qui se rendent, mal-être comme humain. Très bien. Donc du coup, tu sors cette phrase au moment où effectivement il y a le cadavre qui est là. Tu fais signe à tes hommes, toi par contre, de réduire un peu les chevauchés pour qu'on puisse t'entendre. Tu t'es un peu avancé, mais si tu as pris des risques à porter flèche, tu as vu quelques flèches se pointer autour de toi. Tu as ce camp de brigands qui ne sait plus où donner de la tête clairement, les chevaliers qui donnent des ordres là-bas, qui ont l'air de donner des ordres, toi tu les entends et surtout toi tu es en train de te barrer hein, parce que clairement tu es en train de te poursuivre. Surtout toi tu vois un vieux York qui est là, qui se soutient avec une lance. Avec une petite broigne de mailles et à côté de lui il y a un chevalier qui du coup se met à lever un chiffon blanc alors qu'il y a clairement des bruits de combat. Toi tu es en train d'être poursuivi justement par... tu as attrapé un cheval et tu es en train de cavaler. Tu sens les brigands qui te tirent dessus, qui te poursuivent et en fait tu commences à entendre des bruits de combat derrière toi. Tu vois littéralement les chevaliers comme les malêtres à se battre contre les brigands. Quelques minutes plus tard, calme revient. Les deux chefs. Messire, donc ça c'est le chevalier qui parle. Je me nomme Sir Uren de la Tour Blanche. Je vous remercie de nous avoir tiré de ce mauvais pas. Nous étions otages. Moi et ces pauvres créatures, et ces tristes créatures. Donc, le doyen orc qui regarde, il le fusille un peu du regard. Ne portez pas votre lame contre ces créatures contrefaites. Elles n'ont pas mauvais cœur. Elles sont des réfugiés de guerre qui essayent de partir. Nous prenons votre protection et celle du seigneur Arlan de Gaffik. Nous savons que ces brigands avaient pris beaucoup de biens sur les routes. Nous en remettons à votre justice. Capitaine. Donc toi, tu traces longtemps. Tu fais un grand truc, mais au bout d'un moment, tu rejoins les nains qui sont en train de faire chevaucher leur basilisque. Et du coup, les derniers fuyards qui sont pas tombés sur le coup de la trahison de leurs confrères, ou en tout cas sous tes coups, tout simplement on voit qu'il y a trop de monde et décide de prendre la tangente. Malgré tout, il y aura encore une petite bande de brigands qui sera là dans le coin. Là, vous avez cumulé tout simplement, à savoir 5, 3 et 4, donc 13 points. Il fallait tout simplement 11 blessures infligées, c'est un franc succès. Vous avez du coup une naissance d'une source, donc on va dire un espoir de votre idéal tout simplement, d'un monde plus harmonieux. Quelle forme vous voulez que ça prenne? Ça peut être une forme de rang, deux formes de rang 1 ou une forme de rang 2. Qu'est-ce que vous voulez faire naître? Quel serait pour vous l'idéal que vous souhaitez faire prévaloir? Une source de rang 2, Oui. pourquoi pas? Est-ce que vous avez une idée un peu de sous quel terme vous voulez faire ça au vu de votre idéal commun? Les cités, c'est l'ordre, quelque chose de stable. Comme il reste encore des brigands, peut-être proposons aux mal-êtres de rester, tous les marais personne n'en veut, de rester au fond de leur petite communauté ici en échange de faire la sécurité en notre nom. Très bien. Donc, du coup, vous autorisez en gros la construction d'une petite communauté mal-être. S'il plie le genou devant notre Seigneur. Très bien, ok. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc du coup, ça va avoir des conséquences, vous savez, tant sur le plan physique, c'est-à-dire sur le plan concret, que sur aussi l'équilibre du monde de Trégor. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se met effectivement plus en place, avec un peu plus d'ordre. Et effectivement, vous allez ramener dans les prochains jours, et justement le traitement de cette source de manière technique, tout simplement, ne sera pas abordé dans cette vidéo, mais bien abordé dans le livre de règles, pour des questions de légèreté d'information. Mais voilà, vous revenez tout simplement dans les territoires de votre seigneur, au château de votre seigneur. Ça met du temps. Pourquoi? Parce que, pour le coup, cette barge, cette péniche, était vraiment chargée à la galisée. Elle a vraiment pressurisé au maximum ces différents vassaux. Donc vous avez des quintaux et des quintaux de grains, d'or et de différents produits. Qu'est-ce que vous conseillez à votre seigneur de faire de cette heure? Moi, j'en gardais une partie, du grain et de l'argent.
Oui. En garder une partie, en verser la majorité au Moi, roi, j'allais dire surtout, on versait la majorité au roi et pas au duc. et dire que la noiseuse a tout volé. Pourquoi pas? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette version? Très bien, donc du coup, voilà, donc effectivement en épilogue, vous pousserez tout simplement le seigneur Harlan de Gaffic de faire passer au nez à la barbe tout simplement du collecteur d'impôts. Donc là, ça va être plus compliqué pour tout ramener réellement dans vos silos, mais de redistribuer ça au roi et d'en garder une partie en achetant tout simplement la complicité du roi. Vous trahissez un seigneur, mais vous restez fidèle à la couronne du haut royaume. Et à la paix. Et à la paix, effectivement. Et comme ça, on pourra faire notre mariage avec l'envoyé. Ah voilà, mais ça sera tout simplement pour d'autres fois, et ce sera pour d'autres aventures en Trigger. Je vous remercie d'avoir participé à cette petite partie. Merci à toi. C'est tout à fait normal. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu à vous aussi qui nous avez regardé. Les règles de Trégor ont été brossées à gros traits aujourd'hui. Il y a bien plus de détails que vous pourrez découvrir dans le livre de règles et l'univers que vous pourrez découvrir plus en profondeur via les différents livres que nous avons produits avec Frédéric Veil et le reste de l'équipe. Dans tous les cas, j'espère que vous serez nombreux à participer à ce financement collectif et participatif dont le lien s'affiche sous la vidéo, j'espère. Dans tous les cas, venez nombreux. Partagez beaucoup si vous pouvez, surtout likez la vidéo, c'est bien pour le référencement, et faites découvrir Trégor à votre entourage. Un petit retour à chaud par rapport à ce que vous avez vécu. Camille, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je trouvais ça très sympa. C'est vrai que ça change un petit peu. Le système est assez intéressant. J'ai bien aimé. Merci. C'est normal. Cette découverte. Ce qui m'a paru notamment intéressant, c'est que pour une fois, on joue directement les décisionnaires, les conseillers du Seigneur, pour cette fois-ci, et pas une énième fois un aventurier qui doit faire ses preuves. Ok, ouais, c'est le côté, on va dire, directement dans la réelle politique. Isabelle? Moi, j'ai bien aimé aussi le fait que les règles soient assez faciles à prendre en main. Enfin, le système est facile à prendre en main, il est assez intuitif et il y a de la logique derrière et on n'a pas besoin, on peut faire un jet rapidement sans se poser 10 000 questions. Ok, merci en tout cas de vos retours. N'hésitez pas à faire vos retours aussi également et on vous souhaite une agréable journée et au plaisir et à très vite sur le financement participatif. Ciao!